Chapitre 10. Maria ne revit pas Robin ni Aurore pendant quelque temps, et puisqu'elle ne trouvait plus ses habits près le matin, elle se figura qu'aucune aventure ne l'attendait pour l'instant. Wolf était souvent sorti, lui aussi. Apparemment, il la jugeait capable de se prendre en charge. C'était un printemps radieux, empli de jeunes feuillages, de fleurs fraîchement écloses et d'oiseaux assourdissants. En se levant le matin, Maria se précipitait d'abord à la fenêtre de sa chambre, orientée sud, pour contempler les jonquilles, leurs flots de couleurs qui se rassemblaient en flaques de lumière entre l'ombre inquiétante des grands ifs. Puis elle courait à celle orientée à l'ouest, qui donnait sur la roseraie, avec en bas le tendre vert des feuilles formant une brume vaporeuse, traversée de temps à autre par le trait flamboyant d'une aile d'oiseau. Ensuite, postée à la fenêtre nord, elle observait longuement la masse de sombres pins, au-delà des toits en ruine. Plusieurs fois, alors que l'aube se levait à peine, elle crut entendre le chant d'un coq au fond des bois, comme une question. « Alors, Cocorico, Coco, comment vas-tu t'y prendre ?» Oui, comment allait-elle s'y prendre face aux terribles hommes de la forêt des ombres ? Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre. Mais ce n'était pas une attente oisive, car Maria se tenait prête à agir à tout moment, en essayant toutefois de ne pas se laisser gagner par la peur. Garder ainsi son esprit en attente la maintenait fort occupée. Et puis il y avait ses leçons avec Miss Héliotrope, et presque tous les jours, elle montait voir les moutons et les agneaux sur la colline du paradis, les moutons et les agneaux de Merryweather, autrefois, et elle parlait avec les enfants qui jouaient dans la cour pavée, à l'ombre des hêtres. Car à présent, les enfants de Perle-Argent avaient établi leur quartier dans le monastère. Non pas parce qu'ils les préféraient à l'église, mais ils avaient décidé de réserver cette dernière pour les journées froides ou pluvieuses et de profiter au beau jour de la colline du paradis. Ils n'avaient pas peur, sachant d'instinct qu'une fois la colline du paradis rendue à Dieu, les hommes de la forêt des ombres n'y viendraient plus jamais. Robin aussi devait être de cet avis, songeait Maria, car il n'essayait plus de protéger les moutons. Pas une seule fois, elle ne le surprit dans les parages. Il lui manquait, mais sans doute était-il en train de se rendre utile quelque part. Patience, elle le reverrait bientôt. La petite cour pavée ressemblait de plus en plus à une église. Le révérend Parson y avait disposé de gros pots de géranium rose, 2 sur la pierre de l'autel, devant la magnifique épée de Sir Wolf, aux manches en forme de croix, et un de chaque côté de la porte. Le menuisier du village avait construit un banc sur lequel les adultes, essoufflés par l'ascension de la colline, pouvaient s'asseoir et se reposer. Le maçon avait réparé le mur en plusieurs endroits, et le couvreur, qu'on disait le meilleur de toute la région, avait déjà préparé les poteaux et les poutres qui supporteraient un jour le toit de chaume. Et des inconnus avaient apporté divers trésors, un pot en terre pour y placer les fleurs, une guirlande de marrons pour décorer le mur, une belle corde toute neuve pour sonner la cloche. Chaque fois qu'on venait dire une prière, on la faisait carillonner, comme les moines autrefois, pour qu'en bas dans la vallée, les gens soient avertis. Un jour, durant une promenade à cheval, Maria emmena sœur Benjamin visiter la colline du paradis. En voyant les moutons, il se rappela que le troupeau ne lui rapportait plus d'argent, et son visage se rembrunit. Mais dès que Maria l'eut conduit dans la cour pavée, il retrouva sa bonne humeur. Il ôta son chapeau, comme à l'église, et regarda tout autour d'un air ravi. En partant, il s'arrêta à la porte pour humer le parfum des géraniums. « Ils sentent bon, » dit-il. « Une odeur bien saine. »« Avant, je détestais le rose, » fit remarquer Maria. « Mais maintenant, il faut reconnaître que ceux-là sont particulièrement beaux. Je me demande si je ne suis pas en train de changer d'avis. »« Et vous avez bien raison, » dit sœur Benjamin d'une voix tonnante. « À quoi bon détester un géranium rose ? Peu importe la couleur, cela relève toujours du soleil, du bien. Réservez votre haine pour les choses sombres, pour le mal. Allez, rentrons à la maison maintenant. Vous m'avez fait lambiner ici plus d'1 heure, nous allons être en retard pour le déjeuner. » Pendant tout le chemin du retour, il se montra plutôt irritable. Maria ne lui connaissait pas ce trait de caractère, mais elle ne se froissa pas, car elle savait maintenant que lui aussi, comme Aurore,
regrettaient leur querelle. Et après un bon déjeuner, composé d'un rôti de bœuf au jus, d'une tourte, de pommes de terre, de haricots verts, de tarte aux pommes, de sucre, de crème, de fromage, d'un cake au raisin et de bière, il redevint tout à fait lui-même. Le lendemain matin, Maria rêva que la lune, la faucille d'or accrochée au-dessus de sa tête, voltait jusqu'à elle aussi légère qu'un papillon et l'embrassait sur le nez. En s'éveillant, elle vit que son costume de cavalière l'attendait sur la commode. C'était donc Aurore qui avait dû l'embrasser. Au petit déjeuner, sœur Benjamin remarqua qu'elle le portait et lui fit un grand sourire. « Quelle belle journée !» dit-il. « Il fait un temps splendide, un temps trop beau pour le gâcher à l'étude. Accordez un congé à votre jeune élève, Miss Héliotrope. Laissez-la libre aujourd'hui d'aller où elle voudra, et de faire ce qu'elle voudra. Je vous conseille de jeter un coup d'œil au verger, Maria. J'y ai mis quelques moutons, c'est un spectacle fort joli. » Il poussa un puissant soupir avant d'ajouter. « Je vais garder davantage de bêtes dans le domaine, puisque celles qui paissaient à présent sur la colline du paradis sont, grâce à votre intervention, à mettre au compte de mes pertes. » Mais quand Maria leva les yeux vers son cousin, elle vit à son regard malicieux qu'il n'était pas véritablement en colère. Elle s'étonnait pourtant de le trouver de si bonne humeur, car le matin même, une petite tragédie avait eu lieu. Marmaduke Scarlett, ayant laissé la porte du garde-manger ouverte, Wolf s'y était introduit et avait dévoré le gigot de mouton prévu pour le déjeuner, la pièce de bœuf et le pâté de rognon, prévus eux pour le dîner, et le jambon que Marmaduke envisageait de préparer pour le petit déjeuner du lendemain. De mémoire, jamais on ne l'avait vu faire une chose pareille. Comme Miss Héliotrope accepta sans trop se faire prier la proposition de sœur Benjamin, dès que Maria eut terminé son petit déjeuner, la jeune fille entraîna Sérénito, Wiggins et Wolf à l'écurie pour sceller Pervenche. Après la visite au verger, elle pourrait ainsi aller directement à cheval, là où elle devait aller aujourd'hui. Tenant Pervenche par la bride, avec les autres animaux sur ses talons, elle emprunta le tunnel qui conduisait au potager. Là, les arbres fruitiers commençaient à fleurir, et le grand mûrier se parait d'une majestueuse robe verte. Elle fit une halte sur l'un des étroits sentiers qui se faufilaient entre les haies et leva les yeux pour regarder la fenêtre au-dessus du tunnel. Comme auparavant, elle remarqua un éblouissement de géranium rose saumon. « J'y reviendrai plus tard, » se dit-elle, quand j'en aurai terminé avec les hommes de la forêt des ombres. Franchissant la porte du mur est, qui n'était pas fermée à clé, elle passa dans le verger et retint un petit cri de ravissement. Depuis son dernier passage, les fleurs roses et blanches s'étaient épanouies et formaient une voûte au-dessus de sa tête. Depuis le fond du verger, portée par la brise du printemps en fête qui caressait les pommiers, les notes d'une joyeuse mélodie flottèrent vers Maria. Elle s'avança, en suivant le fil de la musique, et découvrit Robin, assis dans l'herbe, adossé au tronc d'un arbre magnifique, qui jouait du pipeau sous l'immense chapiteau de fleurs. Au-dessus de lui, des oiseaux se bousculaient dans les branches, rouge-gorge, merle, grive, mésange, roitelets, pinsons, qui piaillaient à en perdre la tête. Quelques lapins sautillaient au rythme de la flûte. Sérénito dansait aussi, tandis que Wiggins faisait des bonds et essayait d'attraper sa queue comme lorsqu'il était un tout jeune chiot. Wolf et Pervenche tenaient trop à leur dignité pour danser ou sautiller, mais Wolf agita la queue et Pervenche poussa un hennissement d'allégresse. « Robin, tu es vraiment un enchanteur, » dit Maria. « Comme Orphée, quand tu joues, les animaux et les oiseaux doivent te suivre partout. »« C'est vrai, » dit Robin. Il leva les yeux, regarda Maria en souriant et demanda « Eh bien, tu es prête ?» Le cœur de Maria se mit à battre plus fort. « Aujourd'hui » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Robin. « Tout de suite. J'ai passé plusieurs jours à explorer la forêt de pins avec Wolf. Il m'a montré le château et j'ai trouvé un moyen d'entrer. Pas question de sonner tout simplement à la porte, bien sûr. On ne nous ouvrirait pas. Il faut s'y introduire en secret. »« Mais Robin, » murmura Maria, « que ferons-nous une fois à l'intérieur ?»« Je ne sais pas vraiment, » dit Robin. « Peut-être qu'il faut simplement aller voir les hommes de la forêt des ombres et leur demander de ne plus être méchants. On peut toujours essayer. » Le plan était simple,
Mais il parut terriblement dangereux à Maria. Elle se sentit frissonner de peur. Robin la regardait avec un grand sourire. Elle lui sourit aussi, d'un air engageant. « Attendez un peu, jeune maîtresse. Attendez, Robin !» lança une voix aiguë. En se retournant, ils aperçurent Marmaduke Scarlett, qui venait tranquillement vers eux, un volumineux sac en cuir dans chaque main. Zacharia le suivait. « Par la porte de la cuisine légèrement entrebâillée ce matin au petit déjeuner, j'ai entendu dire que cette belle journée, affranchie des pesantes entraves de l'étude, serait vouée au divertissement. J'ai donc pris la liberté de préparer une modeste collation. Les assauts douloureux de la faim en seront soulagés, dussent vos pérégrinations différer plus longtemps que prévu, le retour au havre de la demeure ancestrale. Retour attendu avec le plus grand empressement par vos dévoués serviteurs. Les sacs comportent une bandoulière qu'il est possible de passer autour du cou, de sorte que le poids reposant sur les reins ne devrait guère constituer une gêne. Bonne journée, jeune maîtresse. Bonne journée, Robin. » Marmaduke Scarlett tendit les sacs, refusa tout remerciement d'un geste de la main et s'inclina en une profonde révérence. En se détournant, il se figea et posa son vif regard bleu sur Zacharia. « Zacharia, dit-il d'une voix solennelle, accompagnez-les et faites votre devoir en ce jour. » Puis il s'éloigna de son pas tranquille, entre les arbres du verger. Maria et Robin se passèrent les sacs autour du cou, selon les instructions, et Maria, prenant appui d'un pied sur la paume ouverte de Robin, se hissa prestement sur Pervenche. « Bien, dit Robin. Allons-y tous ensemble, et puisse Dieu soutenir la bonne cause. » Le cortège, Wolf en tête, puis Maria montée sur Pervenche, Robin à ses côtés, Wiggins, Sérénito et Zacharia à l'arrière portant sur le dos sa queue enroulée en 3 anneaux, parvint devant l'enceinte à l'extrémité du verger et sortit par une porte qui donnait dans le parc, à l'endroit que Maria avait découvert le tout premier matin. Mais au lieu de prendre la direction de la ravine, aux primes verts et de la mer, le groupe bifurqua vers la forêt de pins au nord. Une clôture en bois séparait le parc de la forêt, mais un peu plus loin, ils trouvèrent une brèche et réussirent à passer. « Sir Benjamin a beau faire réparer la clôture, dit Robin, ils la détruisent à nouveau. » Dès qu'ils furent dans la forêt, le radieux soleil de printemps s'assombrit et fit place à un monde crépusculaire. Les troncs des grands arbres s'élançaient tels les piliers d'une immense cathédrale, et très loin tout en haut, les branches entrelacées formaient un vaste toit tissé d'ombre. Sous leurs pieds, un épais tapis d'aiguilles engloutissait les bruits. Il régnait un étrange silence. Entre les colonnes de cet édifice s'ouvraient des allées toutes semblables, mais Wolf connaissait le chemin. Il avançait, au pas de course, sa formidable masse guidant toujours les autres vers le plus profond de la forêt. Robin, Pervenche, Sérénito et Zacharia semblaient infatigables, mais bientôt Wiggins eut peur et se plaignit d'avoir mal aux pieds. Maria le prit dans ses bras, et serrant contre sa poitrine le corps tremblant de l'animal, elle redoubla de courage. Protéger quelqu'un qui en a encore plus besoin que soi, pensa-t-elle, il n'y a rien de tel pour se sentir courageux comme un lion, courageux comme Wolf. Plus loin, Wolf avançait toujours. « Robin, chuchota-t-elle soudain. Wolf n'est pas du tout un chien. En fait, c'est un lion. » « Évidemment, dit Robin. Mais sœur Benjamin en parlait comme d'un chien. »« À quoi bon effrayer les gens ?» répliqua Robin. « Incroyable !» s'exclama Maria. « Heureusement que j'ai eu le temps de le connaître avant de découvrir sa vraie nature. » Elle regarda Wolf qui marchait devant. Plus encore que le respect, ce qu'elle éprouvait maintenant à son égard, c'était une immense admiration, à laquelle se mêlait un peu de crainte. Un lion. Un peu plus tard, Wolf s'assit brusquement sous un énorme pin, dont les racines émergeaient du sol et se tordaient en tous sens, de sorte qu'on pouvait y prendre place ou s'y appuyer. Sous l'arbre coulait un petit ruisseau d'eau claire qui filait vers la mer à l'est. « C'est l'heure du déjeuner, » dit Robin. Maria descendit de cheval et s'installa confortablement avec Robin entre les racines du pin, tandis que les 5 animaux soupiraient de bonheur sur le moelleux tapis d'aiguilles.
Maria ouvrit les 2 sacs, déplia les serviettes et poussa un cri de joie. Marmaduke Scarlet s'était surpassé. Ce qu'il avait réussi à faire entrer dans un si petit espace tenait du miracle. Des sandwichs au jambon, des sandwichs à la confiture, des friands à la saucisse, des chaussons aux pommes, du pain d'épices, des gâteaux au safran, des biscuits au sucre, des radis, un petit flacon de lait en cristal, 2 petites tasses en forme de cornet et leur soucoupe assortie. Les yeux de Maria et de Robin s'allumèrent, les animaux se léchèrent les babines et tous se mirent à table avec entrain. Zacharia prit les sandwichs au jambon et but du lait qu'il lapa dans les soucoupes. Serenito mangea les radis, Wiggins choisit les friands à la saucisse et les biscuits au sucre. Pervenche croqua joyeusement les chaussons aux pommes. Maria et Robin mangèrent tout ce qui restait. Wolf dédaigna les friandises à la saucisse qu'on lui offrait et se contenta de boire à longs traits dans le ruisseau. « Il devrait manger quelque chose, » dit Robin, « pour conserver ses forces. » Il lui a pris tout ce qu'il lui fallait de force au petit déjeuner, répondit Maria. Il a mangé un gigot de mouton, une pièce de bœuf avec du pâté au rognon et un jambon. J'étais étonnée de le voir engloutir de telles quantités, mais maintenant je comprends. Les lions sont ainsi, expliqua Robin. Ils avalent un repas énorme, et ensuite plus rien de toute la journée. Quand ils eurent mangé et bu de l'eau au ruisseau, Maria replia les serviettes qui enveloppaient les sandwichs et les dissimula entre les racines du pin. Mais Wolf ne sembla pas approuver la cachette. Il rattrapa les serviettes avec sa patte, les prit dans sa gueule et alla les déposer de l'autre côté de l'arbre. « Mais il ne faut pas qu'on les voie, Wolf, » dit Maria. « Je déteste laisser des ordures. » Et elle enfonça fermement les serviettes sous une racine. À sa grande surprise, le sol céda sous la poussée et elle faillit tomber le nez par terre. « Regarde, Robin !» s'écria-t-elle. « C'est creux là-dessous !» Robin vint s'agenouiller près d'elle. En inspectant le sol entre les racines du pin, ils découvrirent un grand trou, suffisamment important pour qu'une personne de petite taille pût se glisser à l'intérieur. « Ça alors !» dit Robin. « Si quelqu'un habitait là, on ne le soupçonnerait jamais. Allons, il est temps de nous remettre en route. Wolf est prêt. » Ils repartirent, guidés par Wolf, et s'enfoncèrent davantage dans la forêt qui devenait de plus en plus profonde et de plus en plus sombre. Bientôt, l'obscurité fut si grande qu'ils voyaient à peine où ils mettaient les pieds. Le terrain commençait à s'élever. Enfin, Robin dit « Regarde, Maria !» Ils étaient parvenus au bord d'une clairière désolée qui ressemblait à une carrière, parsemée de gros rochers entre lesquels s'étalaient des flaques d'eau stagnantes. L'endroit était fermé sur 3 côtés par de hautes falaises, et au-dessus se dressait une sorte de tour carrée, un château si ancien qu'on l'aurait cru taillé dans la roche. Les pins se pressaient tout autour du sombre édifice, sauf du côté où émergeait de l'ombre une porte imposante qui dominait la clairière. C'était un château terrifiant, et le seul moyen d'y accéder, songea Maria, était d'emprunter l'escalier creusé dans la falaise. Mais il leur faudrait pour cela quitter le couvert des pins et traverser la clairière sous les yeux de celui qui peut-être les observait par la fenêtre aménagée au-dessus de la grande porte. « Il y a un autre chemin, » murmura Robin. « C'est Wolf qui me l'a montré. Regarde, il va nous y conduire. » Ils durent escalader de gros rochers qui sortaient de terre entre les troncs et se faufiler au milieu de taillis de ronces. Maria descendit de cheval et tint Pervenche par la bride, tandis que Robin portait Zacharia et Wiggins, chacun sous un bras, parce que leur épaisse fourrure s'accrochait aux épines. Ils bifurquèrent ensuite sur la droite et se retrouvèrent à l'arrière du château, au pied de la muraille, qui leur parut plus menaçante que jamais. Mais il n'y avait pas de porte à cet endroit, ni même de fenêtre, rien que la vertigineuse paroi, alignée au sommet, sur le plus haut des grands pins et surmontée d'une rangée de créneaux. « Nous allons grimper en haut du plus grand pin, et de là, nous passerons sur le rempart, » dit Robin sans manifester la moindre inquiétude. « J'ai essayé l'autre jour, c'est très facile. »« Pas pour Wolf, à mon avis, » objecta Maria. « Non, les animaux ne montent pas, » dit Robin sur un ton dégagé. « Nous devons y aller seuls. Entrer là sans Wolf ?
Maria sentit son cœur s'arrêter, mais elle ne dit rien. Relevant son habit de cavalière, elle se prépara à grimper sur le pin. Les branches descendaient jusqu'à terre, et si elle posait les pieds en suivant l'exemple de Robin, ce ne serait pas trop difficile. Mais Wiggins n'avait pas l'intention de rester en arrière, sûrement pas, et si Wolf allait le manger. Maria s'était à peine hissée sur les premières branches, qu'il appuya ses pattes antérieures contre le tronc et se mit à geindre. « Je ne peux pas laisser Wiggins, » dit Maria. « Il me suit toujours partout. »« Alors passe-le-moi, » proposa gentiment Robin. « Je réussirai bien à grimper en m'accrochant d'une seule main. » Ils descendirent pour prendre Wiggins et repartirent. Parvenue à mi-hauteur, Maria se sentit plus assurée. Elle risqua un coup d'œil vers le bas. Wolf, Pervenche et Sérénito se tenaient ensemble au pied de l'arbre, avec un air de tranquille satisfaction. Mais Zacharia, lui, grimpait juste derrière Maria. Il voulait venir aussi. Sa préférence réconforta Maria. Zacharia n'était peut-être qu'un chat, mais un chat pas comme les autres. La plus haute branche du pin formait un pont entre le tronc de l'arbre et le sommet du rempart. Robin ne semblait pas impressionné. Il franchit le pont à califourchon, sans la moindre hésitation, Wiggins se coinçait sous son bras. Mais quand vint le tour de Maria, elle ne put se résoudre à avancer. En bas s'ouvrait un vide incommensurable, impossible de bouger. Alors que Robin, de l'autre côté, posait déjà la main sur les créneaux, elle était encore assise sur la branche prise de vertige. Robin allait voir qu'elle était morte de peur. Mais c'était plus fort qu'elle, impossible de bouger. C'est alors qu'une forme noire lui sauta par-dessus l'épaule et atterrit sur la branche. Une queue épaisse et touffue lui chatouilla le nez. Avec un soupir de soulagement, elle s'agrippa d'une main à la queue comme s'il s'agissait d'une corde, ferma les yeux, et remorquée par Zacharia, elle avança vers Robin, qui lui tendait les bras sur le rempart. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils étaient assis tous les quatre sur le toit en pierre du vieux château. On aurait dit une sorte de cour intérieure occupée au centre par un petit édifice muni d'une porte. Quand ils eurent repris leur souffle, Robin alla ouvrir la porte. De l'autre côté, un escalier en hélice s'enfonçait dans l'obscurité. Robin attrapa Wiggins, sans prononcer une seule parole, et descendit. Maria l'imita, Zacharia sur ses talons. La lumière provenant de la porte disparut bientôt. Ils continuèrent à descendre dans une obscurité totale. Enfin, Robin buta contre une autre porte. Il tâtonna pour trouver le loquet, le souleva et entr'ouvrit prudemment le battant. Un ray de lumière s'inscrivit dans l'entrebâillement. Robin ouvrit un peu plus la porte et jeta un regard alentour. « Viens !» chuchota-t-il à Maria. Ils passèrent la porte à pas de loup et la refermèrent sans un bruit. Du balcon où ils se trouvaient à présent, un étroit escalier en pierre descendait dans la grande salle du château. La pièce tenait aussi lieu de cuisine, à voir le feu allumé dans l'immense cheminée devant laquelle de gros morceaux de viande rôtissaient sur des broches. « La viande de sœur Benjamin !» murmura Robin. « Le plus gros de ces bœufs a été volé il y a quelques jours, tu sais. »« Non, je ne le savais pas, » dit Maria. « C'est la vérité. Et hier, on a volé tous les œufs du père de Peter King Pepper. Il manquait un tonneau de cidre chez le père de Prudence, mercredi dernier, et le pain de Mrs. Honeyburn a disparu. » Au centre de la salle, sur une table à tréteaux, trônait une large coupe pleine de dur. Des miches de pain aussi, et des pichets de cidre. Maria considéra les aliments d'un œil distrait. Ce qui la préoccupait plutôt, c'étaient les êtres humains présents dans la salle. 2 hommes, à l'air féroce, chevelus et barbus, portant des tabliers en cuir noués autour de la taille, tournaient les broches garnies de viande, et 2 autres disposaient des assiettes et des chopes sur la table. Un autre attisait un brasier de charbon, avec un soufflet, et un autre encore, assis sur un tabouret, affûtait d'horribles couteaux sur une pierre. Maria ne se sentait pas rassurée du tout. « Ils vont manger, » souffla-t-elle à Robin. « Il est tard pour se mettre à table. »« Ils mangent quand ils ont accompli un acte de malveillance, » expliqua Robin. « Attendons qu'ils aient absorbé le cidre de Monsieur Honeyburn. Ils seront détendus et nous pourrons descendre. » Au fond de la grande salle,
une porte s'ouvrit et un homme entra. De stature impressionnante et armé d'un fusil, il portait sur l'épaule un énorme coq noir, et des lapins morts étaient suspendus à sa ceinture. Maria reconnut aussitôt l'homme qui avait fait prisonnier Serenito. 5 hommes le suivaient, chargés de paniers, remplis de superbes poissons fraîchement pêchés. Ils en donnèrent à leur compagnon, qui soufflait sur le brasier, et celui-ci entreprit de les vider et de les faire cuire. Alors, les hommes ôtèrent leurs bottes pour s'asseoir, et prirent leurs aises sur les bancs installés le long du mur. Maria fit le compte. Ils étaient 20 hommes robustes, et un gros coq noir, contre 2 jeunes gens, un tout petit chien et un chat. Quand la viande et le poisson furent cuits, les hommes de la forêt des ombres approchèrent les bancs et s'attablèrent avec enthousiasme. Maria et Robin se sentaient bouillir en les voyant se délecter de toute cette nourriture volée. Le poisson dégageait un fumet délicieux. Jamais on n'en mangeait d'aussi frais au manoir. Nul ne prend plaisir à manger ou à boire ce qu'il a volé, avait-on déclaré à Maria. Mais elle comprit bientôt que, ce disant, on se trompait. Si les hommes semblaient d'humeur morose en commençant à manger, à mesure qu'ils engloutissaient la viande de sir Benjamin, le cidre de monsieur Honeyburn, les œufs, le pain et le magnifique poisson de la baie de Merryweather, ils se mirent à parler plus haut, à rire et à chanter en frappant joyeusement sur la table. Ils braillaient si fort que le coq noir s'envola, alla se percher sur l'une des poutres et lança son chant pour les accompagner. Robin sortit son pipeau de sa poche et se mit à jouer. Lorsqu'il fut bien accordé au rythme de la chanson, il chuchota à Maria. « Allons-y !» Il s'engagea résolument dans l'escalier, sans cesser de jouer. Maria le suivit avec Wiggins dans les bras et Zacharia sur ses talons. Ils s'avancèrent courageusement dans la grande salle, et quand les notes ténues du pipeau percèrent enfin le brouhaha, ils étaient déjà presque arrivés à la table. Les hommes se retournèrent. Leur stupeur fut si grande qu'ils ne firent rien de terrible. Ils s'arrêtèrent seulement de chanter et de frapper sur la table, les yeux écarquillés tandis que Robin, accompagnant toujours le coq qui chantait sur la poutre, vint se poster à la gauche du chef, assis en bout de table. Maria se plaça à sa droite. « Que vous chantez bien, messire !» lança Robin, de sa voix claire. Il continua à jouer, et le son de son pipeau était si mélodieux que l'un des hommes se remit à chanter, puis un autre, et enfin toute la tablée à l'unisson. Quand le silence revint, au milieu de la stupéfaction générale, Maria s'assit sur le banc à côté du chef et attrapa une assiette vide. « Puis-je avoir du poisson, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle de sa voix cristalline. Robin prit place aussi. « Moi aussi, s'il vous plaît !» dit-il. Comme s'il avait à peine conscience de son geste, le chef brandit sa fourchette, piqua 2 poissons dans le plat devant lui et en déposa un sur chaque assiette. Puis rappelé à l'ordre par un miaou strident, il coupa les 2 têtes et les lança à Zacharia par-dessus son épaule. « Ce poisson est succulent, monsieur !» dit Maria, en portant délicatement la fourchette à sa bouche. C'était délicieux, en effet, et quoiqu'elle eût très bien déjeuné dans la forêt, Maria mangea avec appétit. Et plus elle mangeait, moins elle avait peur. Une fois rassasiée, se sentant aussi pleine de courage, elle reposa son couteau et sa fourchette, se tourna vers l'homme assis à ses côtés, et osa le regarder bien en face. Il avait un visage d'aigle, méchant et cruel, avec un nez busqué et des yeux d'un noir brillant, un regard franc et direct, mais sans aucune bonté. Des sourcils menaçants lui barraient le front, et sa bouche, masquée par une moustache sombre et une barbe touffue, se laissait entrevoir comme un piège. Son regard dur, pourtant, semblait étonné, et Maria savait d'instinct qu'on peut obtenir beaucoup de quelqu'un si l'on parvient à l'étonner. « Monsieur Coq-Noir, » dit-elle avec déférence, « je souhaitais depuis longtemps avoir le plaisir de faire votre connaissance. » Le maître du château parut encore plus étonné. Ses yeux lui sortaient littéralement de la tête. « Pourquoi donc m'appelez-vous Coq-Noir » demanda-t-il. « Parce que c'est votre nom, » répondit Maria. « Je sais qui vous êtes. Vous êtes le descendant du fils de William le Noir, que l'on a dit assassiné par Sir Wolf, mais c'est faux. Sa mère l'a emmené pour le mettre en sécurité loin de cette vallée. On ne l'a jamais revu, mais ses fils sont revenus,
et vous tous ici êtes leurs descendants. » Au silence abasourdi qui suivit ces paroles, Maria sut que le révérend Parson ne se trompait pas. « Mon ancêtre Sir Wolf s'est montré fort méchant en essayant de prendre la terre de William le Noir, » continua Maria. « Mais il n'était pas plus méchant que vous, qui vous livrez au vol et au braconnage. »« Ma terre ne produit rien, » rétorqua M. Coq-Noir. « Nous ne pouvons pas élever de bétail dans une forêt de pins. De quoi sommes-nous censés vivre, mes hommes et moi, sinon de vol et de braconnage ? » « Vous devriez faire du commerce avec les gens de la vallée, » intervint Robin. « Nous n'avons jamais de poisson frais, et ce n'est pas l'envie qui nous manque. Vous devriez nous vendre votre poisson, et nous vous vendrions notre viande, nos œufs et nos volailles. » Monsieur Coq-Noir eut un petit rire méprisant. « Un coq noir ne pourrait mener la vie qui convient à son rang, dans le château de ses ancêtres, en vendant du poisson, » dit-il. L'indignation dans sa voix, d'abord contenue, culmina en un cri de rage. « Où est le collier de perles que mon ancêtre, la princesse de la Lune, a apporté au manoir de Luneclair ? Ces perles appartiennent à ma famille. Si je les avais en ma possession, je pourrais les vendre et ainsi vivre honnête jusqu'à la fin de mes jours. Je me passerais bien d'être méchant si l'on me donnait ce que je veux. »« Nous n'avons pas volé les perles !» s'exclama Maria avec colère. « Personne ne les a revues après la disparition de la princesse de la Lune. C'est elle qui les a perdues ou cachées. Nous n'avons rien à voir avec ça. »« Donnez-moi les perles, » dit M. Coq-Noir. « Alors j'envisagerai peut-être de mettre fin à mes mauvaises actions. »« Comment puis-je vous donner quelque chose qui a été perdu il y a des centaines d'années ?» répliqua Maria furieuse. Se rappelant qu'Aurore l'avait mise en garde contre la colère, elle fit un effort pour rester calme. « Se disputer ne servira à rien, » dit-elle. « Si vous pardonnez à Sir Wolf d'avoir voulu prendre la terre de William le Noir, Sir Benjamin vous pardonnera de vous être livré au vol et au braconnage. Et si vous promettez de ne plus être méchant, nous deviendrons amis pour toujours. Après tout, nous sommes cousins éloignés. La princesse de la Lune est mon ancêtre à moi aussi. » Mais la fureur de M. Coq-Noir ne retombait pas. « Sir Wolf n'a peut-être pas assassiné le fils de William le Noir, mais il a assassiné William le Noir, » cria-t-il. « Jamais une telle abomination ne sera pardonnée tant qu'un coq noir vivra. »« Sir Wolf n'a pas assassiné William le Noir, » dit Maria d'une voix ferme. « William le Noir s'ennuyait, comme tous les hommes méchants, et il a cherché à se distraire ailleurs. Je pense qu'il est parti en bateau et qu'il a mis le cap sur le soleil couchant. »« Prouvez-le !» cria M. Coq-Noir en frappant du poing sur la table. C'était peine perdue. M. Coq-Noir se montrait tellement intransigeant que Maria ne se contint plus. Malgré le coup d'œil alarmé que lui lançait Robin en se penchant vers elle, et sans écouter le miaou de désapprobation émis par Zacharia, elle oublia toute retenue. « Vous êtes l'homme le plus insupportable que je connaisse !» s'écria-t-elle. « Et le plus méchant. Si William le Noir vous ressemblait, Sir Wolf aurait eu bien raison de l'assassiner, ce qu'il n'a pas fait, bien sûr. Et j'ai honte d'être votre cousine éloignée. Vraiment !» Alors ce fut la pagaille. Les hommes se levèrent tous ensemble, en criant et en brandissant leurs bâtons et leurs fusils, pendant que le Coq-Noir s'égosillait sur la poutre et que M. Coq-Noir hurlait à plein poumon. « Quelle insolence ! Enfermer ces jeunes gens dans le donjon, et ne leur donner que du pain et de l'eau, du pain sec et de l'eau, rien d'autre. » Robin fut debout aussitôt. « Sauve-toi !» cria-t-il à Maria. « Vite, sauve-toi !» Il se précipita sous la table, ramassa Wiggins qui rongeait un os au pied de Maria, et courut avec les autres vers l'escalier et le balcon, avant que les hommes n'aient le temps de réagir. Mais quand ils comprirent ce qui se passait, ils se ruèrent en avant. Maria et Robin n'auraient jamais pu s'échapper sans Zacharia, qui couvrit leur retraite avec une parfaite maîtrise. Il enfla jusqu'à devenir 2 fois plus gros, lui dont la taille était déjà considérable, et tournant le dos à Maria et à Robin, il s'avança vers le poursuivant en crachant et en lançant de féroces coups de patte. De ses redoutables yeux verts jaillirent des flammes si terrifiantes que les hommes se figèrent. Les fuyards remontèrent sur le balcon à toute vitesse, franchirent la petite porte et retrouvèrent l'ombre rassurante de la tour. « Ne t'arrête pas !
dit Robin, hors d'haleine. « Encore 5 minutes, Maria. Nous pourrons nous enfuir sur le dos de Wolf et de Pervenche. » Les jeunes gens venaient d'atteindre le toit quand ils entendirent les hommes s'engager au pas de course dans l'escalier. Ils enjambèrent les créneaux et passèrent à califourchon sur la branche du pin, Maria en premier, si grande était sa peur des hommes de la forêt des ombres qu'elle n'hésita pas une seconde en considérant le vide au-dessous, puis Robin, avec Wiggins dans les bras, et Zacharia qui fermait la marche. Ils descendirent de l'arbre. Et c'est en posant le pied à terre qu'ils eurent un choc, l'épreuve la plus terrible, ainsi devait-il le raconter plus tard, qu'ils eurent à subir durant cette terrifiante journée. Wolf et Pervenche avaient disparu. Robin ne mit guère de temps à se ressaisir. Il sourit à Maria et lui prit la main. « Nous avons toujours nos jambes, dit-il. Cours, Maria, relève ta jupe et cours. Les hommes de la forêt des ombres ne se risqueront pas à passer sur la branche. Ils sortiront par la grande porte sur le rocher. » Ils partirent en courant. Lorsqu'ils furent parvenus à la clairière, Maria regarda par-dessus son épaule. Robin avait raison. Les hommes de la forêt des ombres jaillissaient par la porte du château et dévalaient les marches taillées dans le roc. « Cours! Cours !» répétait Robin, d'une voix où s'insinuait maintenant le désespoir. En effet, on voyait mal comment ils pouvaient s'échapper à présent. Ils étaient à bout de souffle, en terrain inconnu. Maria s'empêtrait dans sa jupe, et Robin peinait à porter Wiggins. Seul Zacharia, qui progressait par petits bonds, ne semblait ni pressé ni effrayé. Brusquement, le désespoir se mua en joie. Un rayon de soleil, perçant le feuillage sombre des arbres, fit briller un éclair d'argent à longues oreilles qui filait devant eux. « C'est Sérénito !» dit Maria en haletant. « Sérénito va nous montrer le chemin !» Ils n'avaient plus peur maintenant, même lorsqu'ils entendirent les pas des hommes qui s'approchaient. Ils suivirent Sérénito et coururent à perdre haleine. Enfin, ils virent se profiler le grand pin au pied duquel ils avaient déjeuné. Sérénito bondit, sauta entre deux grosses racines et disparut. « Il est entré dedans !» cria Maria. « Dans le trou que Wolf nous a montré. »« C'est pour nous dire d'y aller, nous aussi !» dit Robin. Maria se faufila la première entre les racines et avança à quatre pattes. Robin fit entrer Wiggins et Zacharia, puis descendit à son tour dans le trou. Eussent-ils été à peine un peu plus gros, il n'aurait pu se glisser dans les trois passages. Et il était temps. Quelques secondes plus tard, le premier des hommes vit disparaître le pied de Robin qui lui échappait. Sous les racines du pin, dans la pénombre chaude et rassurante, ils descendirent en rampant un talus fortement incliné, puis ils tombèrent. Mais ils atterrirent sur un matelas d'aiguilles sèches et ne se firent aucun mal. Ils demeurèrent un instant dans le noir, sans bouger, haletant et peinant à retrouver leur souffle. Peu à peu, leurs yeux s'accoutumèrent à l'obscurité, et l'espace où ils se trouvaient leur apparut dans la faible lumière qui filtrait entre les racines du pin, très haut au-dessus. Ils s'assirent pour regarder tout autour. C'était une grotte creusée dans la terre, au sol meuble, mais dont les parois reposaient sur un soubassement en pierre. Bientôt, leurs yeux furent complètement habitués, et ils firent alors une étrange découverte. La grotte avait été habitée. Quelqu'un avait fait du feu, comme l'indiquait un petit renfoncement dans le mur noirci par la fumée, et sur une pierre plate était posée une marmite en fonte dans laquelle on avait dû préparer un ragoût. À côté de la marmite, Maria et Robin remarquèrent un four de métal contenant un couteau de chasseur et une coupe en argent terni. Ils s'approchèrent pour mieux examiner les objets, les tournèrent dans leurs mains, et surprise, dans le métal du fourreau était gravée la forme d'un coq, et sur la coupe aussi apparaissait un coq finement ciselé. « Quelqu'un a habité ici, » dit Robin. « William le Noir, » lança Maria d'un air triomphant. Les racines du pin n'étaient pas aussi enchevêtrées à l'époque. On entrait plus facilement. « C'est bien ce que je disais, Robin. Il en avait assez de toutes ces querelles et il est venu vivre ici, seul, dans la forêt. » Robin ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit inquiétant retentit soudain au-dessus de la grotte, le choc d'une hache frappant le bois. Comprenant que leur sécurité provisoire se trouvait menacée, Maria et Robin se levèrent d'un bond. Les hommes, trop gros pour pénétrer dans les trois passages, avaient entrepris de trancher les racines de l'arbre. « Regarde »
s'écria Robin, qui voyait très bien maintenant dans la pénombre. « Regarde, Zacharia !» Tout au fond de la grotte s'ouvrait une brèche taillée en triangle dans la pierre. L'entrée d'une autre grotte sans doute. Zacharia se tenait devant cette porte et agitait furieusement la queue pour appeler les 2 jeunes gens. Maria et Robin le rejoignirent aussitôt. En fait, ce n'était pas du tout une autre grotte. C'était un boyau qui s'enfonçait dans la terre, très semblable au tunnel reliant la porte du paradis à la maison d'Aurore. Mais les jeunes gens n'avaient pas de lanterne et l'obscurité était totale. C'est Zacharia qui tint lieu de lanterne. Maria lui agrippa fermement la queue, comme lorsqu'elle était passée sur la branche du grand pin. Robin s'accrocha d'une main à la jupe de son ami et prit Wiggins sous le bras, et Serenito suivit en sautillant. Ils descendirent le boyau à l'aveuglette, dans le noir, en trébuchant sur des pierres et en effleurant les murs de leurs coudes. En entendant un grand bruit derrière eux, comme quelque chose qui se déchire, ils comprirent que leurs poursuivants avaient réussi à pénétrer dans la grotte. Puis le silence se fit. Les hommes contemplaient leur découverte. Enfin, un martèlement de semelles cloutées sur la pierre indiqua que les terribles guerriers s'étaient eux aussi engagés dans le tunnel. « Ils n'iront pas aussi vite que nous, » dit Robin avec conviction. « Ils n'ont pas la queue de Zacharia. » Ils continuèrent sans perdre courage. C'est alors qu'un son étrange et merveilleux vint à leur rencontre dans le tunnel, tour à tour puissant et doux, comme une musique qui enfle et puis retombe, et enfle à nouveau. « Qu'est-ce que ça peut être ?» dit Maria. « C'est la mer, » répondit Robin. « Je crois. Oui, je crois bien que nous allons ressortir dans la baie de Merryweather. » Maria resta muette, étranglée par l'émotion à l'idée d'être si près de la mer. Elle distinguait maintenant les oreilles et les moustaches de Zacharia. Une faible lueur verte se répandait dans le tunnel, empli par le délicieux bruit de la mer. Puis le boyau s'élargit et ils débouchèrent dans une autre grotte. Au fond, le jour pénétrait par une ouverture, et bien que tamisée, la lumière était de toute beauté. « Regarde, Robin !» s'écria-t-elle. « Le bateau de William le Noir !» La petite troupe s'immobilisa. Le bateau était couché sur le sol de la grotte, mince et long comme un dracard de viking. Le bois avait pourri par endroits, mais l'armature restait intacte, solide et gracieusement incurvée, et à la proue se dressait la figure d'un grand coq aux ailes déployées. « Le voilà !» dit Maria. « Le bateau sur lequel William le Noir est parti rejoindre le soleil couchant. »« Alors que fait-il ici ?» demanda Robin. « Quand William le Noir est arrivé à destination, les petits chevaux blancs qui vivent dans la mer ont ramené son bateau à terre, » expliqua Maria. « Et l'un d'eux l'a tiré jusqu'ici. » Robin se mit à rire, l'air de dire « Je ne crois pas un mot de ce que tu racontes. » Les 2 jeunes gens auraient continué à discuter si Zacharia n'avait brusquement tiré sur sa queue pour les entraîner vers la lumière du jour. En franchissant la brèche, ils passèrent dans une autre caverne, au sol sablonneux, jonché de coquillages, et de là directement à la baie de Merryweather. « Oh !» s'exclama Maria. « Arrête-toi, Zacharia ! Robin, arrête-toi ! Regarde, Wiggins ! Regarde, Serenito !» Et malgré les hommes de la forêt des ombres, lancés à leur poursuite, ils s'arrêtèrent pour contempler le spectacle. La baie de Merryweather avait la forme d'un croissant de lune. De magnifiques falaises, trouées de grottes, enserraient une petite plage de galets multicolores, bordée par une bande de sable blond, où des rochers retenaient des flaques peuplées d'anémones aux couleurs éclatantes, de coquillages et d'algues qui s'étiraient comme des rubans de satin. Au loin, la mer était d'un bleu profond, parsemée de crêtes blanches qui ressemblaient à des chevaux au galop. Des centaines de chevaux blancs s'élançant vers l'horizon dans un déferlement de lumière. Maria eut envie de crier son émerveillement. Respirant à plein poumon l'odeur du sel, le souffle frais de la mer, elle sentit ses forces revenir. Les mouettes tournoyaient en lançant leurs cris étranges, et c'était toute la beauté du monde déversée dans le ciel. Une ancienne jetée en pierre s'avançait dans la baie. Des filets de pêcheurs y avaient été mis à sécher, et sur l'eau bleue tout autour se balançaient de misérables petites barques, aux voiles noirs et sales, ferlées sur les mâts. À cette vue, Maria se sentit envahie par une brusque colère. Des voiles noirs! Que ces barques étaient laides sur la mer resplendissante! C'étaient des bateaux bleus, rouges, verts, jaunes, qu'on aurait dû voir ici, avec des voiles blanches comme des ailes d'oiseaux.
Voilà comment deviendrait cet endroit quand on aurait enfin banni les méchants hommes de la forêt des ombres. Mais pour l'instant, tous les efforts de Maria pour les chasser s'étaient soldés par un échec. Robin la tira par sa jupe en poussant un petit cri d'alarme. Elle se retourna. Les hommes sortaient en masse de la grotte, comme d'horribles scarabées noirs et grouillants. « Sauve-toi » cria Robin. Ils coururent vers un petit sentier escarpé qui grimpait sur la falaise, Sérénito en tête, Zacharia à l'arrière. L'ascension fut pénible pour Maria, qui n'avait guère pratiqué l'escalade. Robin peinait lui aussi, avec Wiggins sous son bras. Il voulut le poser et l'encourager à grimper tout seul, mais le petit chien n'avait pas non plus l'habitude des rochers et refusa de bouger. Il fallut donc le porter, et bientôt ils entendirent les pas des hommes qui gagnaient du terrain. C'était horrible, un cauchemar. Même s'ils arrivaient en haut de la falaise, réussiraient-ils à s'échapper ? Se demanda Maria. Pourquoi ? Oh, pourquoi Wolf et Pervenche les avaient-ils abandonnés ? La jeune fille perdit courage. Jamais il n'atteindrait le sommet. Dans quelques secondes à peine, il sentirait les mains des hommes de la forêt des ombres les attraper par les chevilles. Les hommes durent se rapprocher encore, car à l'arrière, Zacharia se mit à cracher et à jurer. « Avance !» dit Robin en haletant derrière elle. « Plus vite ! Plus vite !» Mais la pauvre Maria ne pouvait aller plus vite. Ses membres pesaient plus lourds que le plomb, et elle avait les mains en sang, douloureuse, à force de s'agripper aux pierres tranchantes de la falaise. Si elle continuait à monter, c'est seulement parce qu'elle gardait les yeux fixés sur la tache blanche qui sautillait devant elle, la queue de Sérénito et ses 2 longues oreilles qui flottaient au vent comme un drapeau. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette tâche, une énergie que ses oreilles lui communiquaient par leur joyeuse danse. Puisque Sérénito ne semblait pas inquiet, Maria continua. Elle ne voyait plus que Sérénito. Alors, le lièvre fit un bond formidable et disparut. Les mains engourdies de Maria n'agrippaient plus la pierre, mais des touffes de bruyère, et en levant les yeux, elle se trouva face à face avec le museau brun de Wolf. Ils étaient arrivés au sommet de la falaise, et Wolf et Pervenche les attendaient. Elle n'aurait pas dû douter de ses fidèles animaux. « Wolf ! Wolf !» s'écria-t-elle. Elle lui jeta les bras autour du cou et embrassa avec fougue sa truffe noire et fraîche. « Ne perds pas de temps à l'embrasser !» cria Robin exaspéré. « Monte sur son dos !» Maria s'exécuta. Zacharia sauta derrière elle, Robin et Wiggins montèrent sur Pervenche, et suivant Sérénito, ils filèrent comme le vent en direction de leur foyer, acclamés par les mouettes triomphantes qui tournoyaient dans le ciel. Sur leur route défilaient les pins et les ajoncs couleur d'or. Par les monts et les vallées, ils chevauchèrent. Ils atteignirent la ravine aux primes verts, où ils avaient trouvé Sérénito, puis les pins firent place aux chênes et aux hêtres, et ils aperçurent le mur du verger, les pommiers en fleurs, et les hautes tours du manoir. Ils étaient en sécurité, maintenant que le manoir était en vue. Le galop de Wolf et de Pervenche devint trop paisible. Maria et Robin purent enfin reprendre leur souffle. Ils se sourirent au comble du bonheur. Ils étaient sauvés. « Quelle bonne journée !» s'exclama Robin. « Mais nous n'avons pas accompli notre mission, » fit observer Maria. « Les hommes de la forêt des ombres sont toujours aussi malveillants et encore plus en colère. Nous ne les avons pas rendus meilleurs, au contraire. » « Je ne suis pas mécontent, pourtant. » « J'imagine qu'on ne pouvait pas espérer réussir du premier coup, mais il fallait bien essayer. » C'était une première tentative. « L'aventure en valait drôlement la peine, » dit Robin. Levant les yeux vers le ciel, il vit que le ciel s'embrasait. « Le soleil se couche déjà !» s'écria-t-il. « Nous sommes restés dehors toute la journée. Il faut que je rentre vite, sinon mère va s'inquiéter. » Il sauta de Pervenche, tendit les rênes à Maria, posa Wiggins, et fila vers la grande porte du parc en se retournant une fois pour faire un signe de la main. La lumière du soleil couchant éclairait la longue plume verte de son chapeau et son visage rieur aux joues roses. Puis il disparut, comme si les arbres avaient refermé sur lui leurs grands bras protecteurs. Maria traversa lentement le jardin et entra dans l'écurie. Digweed l'attendait. Il ne dit rien, mais lui fit un grand sourire réconfortant qui signifiait « Tant pis, la prochaine fois, vous aurez plus de chance. » Il emmena Pervenche pour la panser et l'encouragea du regard. Wolf aussi l'encouragea du regard. Puis le chien suivit Zacharia, Sérénito et Wiggins, qui se dirigeaient d'un pas lourd vers la cuisine
afin de se reposer et se restaurer. Ils étaient tous fatigués, songea Maria. Sauf Wiggins, qui n'avait rien fait de toute la journée, sauf se laisser porter. Maintenant que Robin n'était plus là, Maria se sentit un peu découragée malgré tout. Sir Benjamin verrait immédiatement sur son visage que l'expédition n'avait pas été fructueuse. Elle s'assit sur la margelle du puits. Quelques minutes de repos lui feraient du bien, avant d'entrer dans le manoir. Tout était si calme, si tranquille, dans la cour de l'écurie. Les blanches colombes roucoulaient doucement, de petits nuages roses voletaient comme des plumes dans le ciel bleu. Elle se pencha pour contempler son reflet dans l'eau sombre du puits, et elle ne reconnut pas le visage qui la regardait, pâle, fatigué et un peu triste. Elle pensa à la princesse de la lune, au visage qu'elle avait dû avoir quand elle quitta le manoir à tout jamais. Avant de sceller son petit cheval blanc, elle aussi peut-être s'était assise sur la margelle du puits et avait regardé son reflet dans l'eau, avec ses beaux cheveux blonds et les perles de lune qui brillaient à son cou. Qu'a-t-elle bien pu faire de ces perles ? Se demanda Maria. Elle fut interrompue dans ses pensées par une petite toux pointue qui semblait dire « Je suis là, s'il vous plaît, regardez-moi ». En se retournant, elle aperçut Marmaduke Scarlett debout sur les marches de la cuisine. Il lui fit un sourire et un petit signe de la tête. Lui non plus ne se montrait nullement perturbé par l'échec de sa première sortie. « J'ai le dessein de préparer une omelette pour le dîner, » dit-il. « Pour votre plus grand plaisir, et il me sirait d'obtenir le beurre que j'ai mis à refroidir ce matin au sein du puits. Puis-je vous importuner, jeune maîtresse, et vous prier d'introduire votre main dans cette béance, afin d'en extraire l'ongle, ci-dessus mentionnée, et de l'apporter par-devers vous, lorsque vous viendrez faire vos ablutions préalables à l'absorption des denrées dont vous devez éprouver grand besoin. » Ayant prononcé ces paroles, Marmaduke Scarlett s'inclina et rentra dans la cuisine. Maria se dépêcha de lui obéir, car elle savait que son long discours signifiait, en termes plus simples, « Le dîner est prêt, ne nous faites pas attendre. » Elle se pencha à nouveau sur le puits, enfonça la main et le bras dans les fougères, et palpa le mur pour chercher les niches que sir Benjamin lui avait montrées le premier jour. Elle avait pensé alors que l'endroit était tout désigné pour cacher des bijoux. La première niche ne contenait que du fromage, mais dans la deuxième, elle trouva le beurre. Quand elle l'eut retiré, la motte lui parut singulièrement petite, et elle se demanda si ce serait suffisant, car Marmaduke Scarlett confectionnait toujours d'énormes omelettes au bon goût de beurre. Peut-être y avait-il une autre motte derrière la première. Elle se pencha le plus possible par-dessus la margelle pour glisser la main tout au fond de la niche. Elle ne trouva pas de beurre, mais sentit quelque chose qui ressemblait à une petite boîte métallique. Une fois qu'elle eut extirpé l'objet, elle s'assit sur la margelle pour mieux l'examiner. C'était bien une boîte, très ancienne, mais sur le couvercle de laquelle on distinguait encore un coq. La boîte n'était pas fermée à clé, et elle l'ouvrit. À l'intérieur, roulée dans un morceau de soie décolorée qui semblait se réduire en poussière sous ses doigts, elle découvrit un collier de perles étincelantes. Immobile, bouche bée, Maria contempla les magnifiques perles qu'elle tenait entre ses mains. Le soleil rougeoyait dans le ciel bleu et rose et teintait d'or les ailes blanches des colombes qui se pavanaient dans la cour. Le vent était tombé et tout était parfaitement immobile. Très lentement, Maria passa le collier autour de son cou, puis elle se pencha à nouveau sur le puits pour regarder son reflet. Elle sourit à son visage dans l'eau. Son visage lui rendit son sourire, et dans cet instant figé d'une beauté absolue, on eût dit que le monde entier retenait son souffle. Maria se rassit songeuse. C'était comme si la princesse de la lune lui avait parlé et expliqué comment les perles étaient arrivées dans le puits. Elle s'était assise ici, la nuit de son départ, et s'était demandé à qui les perles appartenaient. À elle, parce que son père les lui avait données, ou à son mari, parce que c'était la seule dot qu'elle avait apportée à Lune Claire. Incapable de répondre, et ne voulant pas emporter ce qui n'était pas à elle, ni céder à son mari un bien sur lequel il n'avait aucun droit, elle avait caché les perles dans le puits. Sur les marches de la cuisine, la même voix pointue s'éleva, vibrante, d'indignation. « Jeune maîtresse, il se fait tard !» Maria desserra le collier de perles et ferma le col de son manteau pour le dissimuler. Elle prit la motte de beurre, puis très calmement, elle gravit les marches de la cuisine et entra dans la maison.
Chapitre 11. Cette nuit-là, après avoir dormi d'un profond sommeil, Maria s'éveilla brusquement. Il faisait aussi clair dans sa chambre que le matin. Elle crut d'abord que le jour s'était levé, puis comprit que la lune inondait sa chambre de lumière. C'était comme une douce compagnie, une sœur qui lui témoignait son amour en éclairant le monde pour elle seule. Maria dégrafa les perles qu'elle portait encore autour du cou et les tint à bout de bras, comme pour les présenter en offrande. Et la lune, mêlant ses rayons à leur scintillement, parut accepter le cadeau. Mais Maria ne voulait pas donner les perles. Elle les aimait trop. Même à la lune si belle, elle ne voulait pas les donner, et encore moins aux hommes de la forêt des ombres. Pourtant, il lui fallait y renoncer. Monsieur Coq-Noir avait promis de ne plus être méchant si elle lui prouvait que William le Noir n'avait pas été assassiné par Sir Wolf, mais qu'il s'était retiré pour vivre en ermite de son propre gré. Et si elle lui donnait les perles? La première condition était déjà remplie. En poursuivant Maria et Robin dans la grotte, il avait découvert la retraite de William le Noir. Avec les perles, aussi, il serait satisfait si Maria pouvait se résoudre à les lui céder. Alors, il cesserait toute malveillance, et la vallée de Lune Claire connaîtrait un bonheur parfait. Maria ne doutait pas que M. Coq-Noir tiendrait sa promesse. Même les plus mauvais des hommes ont parfois un peu de bon en eux, et elle se souvenait de la droiture qu'elle avait vue dans son regard. Mais elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il voulait. C'était elle qui avait trouvé les perles, elle faisait déjà presque partie d'elle-même. « Si seulement je pouvais te les confier à toi, dit-elle à la lune. Je ne veux pas les remettre à cet affreux bonhomme. » Soudain, l'idée lui vint qu'en donnant les perles à M. Coq-Noir, elle les donnerait en fait à la lune. La lune appartenait au monde de la nuit, et qu'est-ce qui ressemblait plus à la nuit que M. Coq-Noir et sa sombre forêt? La princesse de la lune, créature de la nuit elle aussi, était venue de la forêt avec ses perles. C'était aux hommes de la forêt des ombres, bien plus qu'au Merryweather, que devaient revenir les perles. « Je vais les lui donner, » décida Maria. Incapable de rester immobile plus longtemps, elle se leva et alla à la fenêtre orientée au sud pour regarder le jardin derrière les branches du grand cèdre. Tout était noir et argent, comme le soir de son arrivée. La lune ensorceleuse, dérobant l'or des jonquilles, semait partout des cloches d'argent. Les chevaliers et les coqs de verdure étaient aussi noirs que la nuit. Ils avaient l'air tellement vivants, songea Maria. On pouvait imaginer qu'ils se mettraient à bouger aussitôt si les jonquilles faisaient tinter leurs cloches. Justement, l'un d'eux bougeait. Maria retint son souffle. Mais elle se trompait. Sortant de l'ombre, près de la mare aux nénuphars qui luisait comme un bouclier d'argent, ce n'était pas un homme de la forêt des ombres, mais un quadrupède aux longs poils qui s'avançait lentement dans le jardin. Il vint se tenir sous la fenêtre, au pied du cèdre, et la regarda. C'était Wolf. Maria se pencha par la fenêtre pour lui parler. « Oui, Wolf. D'accord, j'arrive. Attends-moi là. » Elle s'habilla à toute vitesse, sans faire de bruit pour ne pas réveiller Wiggins. Malgré tout l'amour qu'elle lui portait, il valait mieux ne pas l'emmener ce soir. Tout irait plus vite avec Wolf, pour seul compagnon. Merveilleux Wolf. Elle comprenait maintenant pourquoi Pervenche et le chien ne les avaient pas aidés à s'enfuir du château. Monsieur Coq-Noir n'aurait jamais vu la retraite de William le Noir sinon. Maria enfila son costume de cavalière et remit les perles à son cou. Elle s'immobilisa un instant pour réfléchir. Pas question de réveiller Miss Héliotrope en descendant l'escalier, ni d'être surprise par Sir Benjamin. Il se couchait très tard parfois. Quelle heure pouvait-il être? Un peu plus de minuit, à peine. Était-il possible de descendre par le cèdre? Oui, certainement. Le premier soir, elle avait remarqué comme il était facile d'y grimper. Un jeu d'enfant, comparé au grand pin près du château. Marmaduke y arrivait bien. Sans se laisser le temps d'avoir peur, elle enjamba la fenêtre et passa sur l'arbre qui lui tendait sa grosse branche, comme la main d'un ami. Elle descendit ainsi de branche en branche, avec assurance, non plus la dure écorce du cèdre, mais le contact doux et ferme du dos de Wolf. Avec un soupir de contentement, elle s'installa à califourchon et s'accrocha à l'épaisse fourrure de l'animal. « Je suis prête, Wolf !» Il s'élança aussitôt,
dans la féerie noire et blanche du jardin. De sa patte, Wolf souleva le loquet de la porte, qui n'était jamais verrouillée, et ils filèrent dans le parc en direction de la forêt. Maria, émerveillée, découvrait la beauté du monde au clair de lune. Tout était silencieux, parfaitement immobile. Il n'y avait pas un cri d'oiseau, pas un bruissement de feuilles. Mais bientôt ils quittèrent la nuit paisible qui régnait dans le parc et entrèrent dans la forêt. Maria se sentit brusquement en proie à la terreur. Elle n'avait pas peur des ombres de la forêt des ombres, mais de l'obscurité. La lueur de la lune ne pénétrait pas sous l'épaisse toiture des pins, et la nuit plus noire que l'encre s'abattait sur toute chose comme un linceul, étouffant jusqu'au moindre souffle. Wolf avançait très lentement à présent. Comment trouverait-il le chemin ? Maria craignait qu'il ne se cogne à un arbre ou, pire encore, à l'un des lutins et des farfadets qui prenaient possession de la forêt aux heures les plus sombres de la nuit. Terrorisée, la bouche sèche, Maria gardait un bras levé pour se protéger le visage. Une brindille s'accrocha à ses cheveux et elle crut qu'une main l'attrapait. Une ronce se prit dans sa robe, elle s'imagina que d'autres mains l'assaillaient pour la faire tomber, et elle eut toutes les peines du monde à s'empêcher de crier. Il lui sembla même, puisqu'elle ne voyait pas Wolf, que le brave chien l'avait quittée. Ce n'était pas Wolf qu'elle chevauchait, mais une bête monstrueuse qui l'emportait de plus en plus loin dans la peur. « S'il n'y a plus jamais de lumière, je ne tiendrai pas le coup, » songea-t-elle. Puis elle se dit que non, elle devait tenir le coup. Tout avait une fin, même la nuit. Elle abaissa résolument le bras qui lui protégeait le visage, raidit les épaules et sourit dans la nuit. Ce fut comme si son sourire avait allumé une lanterne. Elle voyait mieux maintenant. Elle distinguait la tête à longs poils de sa monture, c'était bien son cher Wolf, et le contour des arbres. Des reflets d'argent dansaient çà et là, et elle sut qu'aucune créature du mal ne pouvait vivre dans une aussi jolie lumière. « C'est le clair de lune, » se dit-elle. Pourtant, elle savait qu'aucun clair de lune ne pouvait transpercer l'épaisse toiture d'ombre, et que même la lune ne répandait pas un tel scintillement. C'est alors qu'elle le vit, le petit cheval blanc galopant devant eux pour les guider. Et de cette forme parfaite, d'une blancheur de lait, la lumière jaillissait comme d'une lampe. Malgré la distance, il apparut à Maria avec une extraordinaire précision. La ligne souple de l'encolure, la crinière blanche, l'éclair argenté des sabots, tout cela lui semblait à la fois étrange et familier. C'était comme si elle le voyait avec des yeux qui l'avaient souvent contemplé, et qu'en même temps, elle le découvrait pour la première fois. Elle ne fut même pas surprise quand l'animal tourna sa jolie tête pour la regarder, et qu'elle remarqua une fine corne d'argent plantée sur son front. Son petit cheval blanc était une licorne. Ils repartirent à vive allure. Wolf suivait le cheval de loin, mais celui-ci ne se laissait pas rattraper, et Maria ne le revit pas tel qu'il lui était apparu dans sa première vision. C'était seulement un chatoiement au cœur de l'ombre, une lumière mouvante au contour imprécis. Pourtant, elle était heureuse de ce qu'elle voyait, même lorsque les arbres se firent plus clairsemés, que l'obscurité recula, et que la brillance du petit cheval blanc s'éteignit doucement dans le clair de lune renaissant. Elle était heureuse, même lorsqu'il disparut. À 2 reprises, elle l'avait vu surgir sous ses yeux, et c'était une réalité dont elle ne douterait plus. Peut-être le reverrait-elle encore une fois. Elle en avait le pressentiment. Une dernière fois. Ils débouchèrent dans la clairière. Au-dessus du château, la lune faisait comme un bouclier accroché dans le ciel. Parvenu au pied des marches, taillées dans le roc, Wolf s'arrêta pour signifier que l'ascension lui serait plus facile sans sa cavalière sur le dos. Maria mit pied à terre et ils commencèrent à grimper. Maria en premier, Wolf derrière. La montée fut interminable. L'escalier était si long, si raide, que Maria se crut presque en route pour la lune tout là-haut. Ils atteignirent enfin le sommet, et Maria, hors d'haleine, contempla la grande porte du château. À ses côtés, Wolf posa sa grosse tête poilue sur son épaule pour l'encourager. Une longue chaîne rouillée pendait à l'extrémité d'une cloche en fer. Maria saisit la chaîne, tira de toutes ses forces, et la cloche sonna un coup dans le silence de la nuit, comme s'il était une heure, le commencement d'un jour nouveau. Au-dessus de la porte, la fenêtre s'ouvrit presque aussitôt, et un visage d'aigle apparut. Monsieur Coq-Noir regarda Maria et Wolf sans rien dire, mais ses sourcils maussades et le pli méprisant de sa bouche
ne laissait guère d'espoir. Maria non plus ne dit pas un mot. Elle détacha les perles à son cou et les brandit bien haut à la lumière de la lune. Un éclair s'alluma dans les yeux de M. Coquenoir. Il ferma la fenêtre et disparut. Bientôt, dans un cliquetis de chaînes et de verrous, la grande porte s'ouvrit et il était là devant eux, levant une lanterne à hauteur de sa tête, avec le grand coq noir perché sur son épaule. « Vous pouvez entrer, princesse de la lune, » dit-il. « Mais le chien reste dehors. »« Certainement pas, » répliqua Maria. « Mon chien me suit partout. » Et avant que M. Coq-Noir n'eût le temps de répondre, elle entra d'un pas décidé, Wolf sur ses talons. La porte se referma à grand bruit. Il se trouvait dans une petite salle carrée, comportant de chaque côté une rangée de banquettes taillées dans la pierre. Maria remarqua une porte, au fond, sans doute pour accéder à la grande salle. La pièce, dépourvue de fenêtres, était froide et humide comme un caveau, et éclairée seulement par la faible lanterne que M. Coq-Noir posa sur l'une des banquettes. Le grand coq, noir et menaçant, ne cessait de battre des ailes, et Maria aurait eu affreusement peur sans la présence chaude et rassurante de Wolf qui se pressait contre elle. Elle lui passa un bras autour du cou, serrant dans sa paume les perles sur sa poitrine. M. Coq-Noir tendit une longue main osseuse, aux doigts crochus, comme les serres d'un aigle, et il aurait arraché les perles si Wolf n'avait pas poussé un grognement féroce. Il s'écarta. « Monsieur, » dit Maria, « j'ai rempli vos 2 conditions. En me poursuivant dans la grotte qui se trouve sous le pin, vous avez découvert l'endroit où William le Noir s'est retiré parce qu'il en avait assez du monde. Et dans la 2e caverne, vous avez vu le bateau sur lequel il est parti rejoindre le soleil couchant. Vous savez maintenant que Sir Wolf n'a pas assassiné William le Noir. Et comme vous pouvez le constater, j'apporte les perles. Je les ai trouvées par hasard dans le puits du manoir. La princesse de la Lune a dû les cacher le soir de son départ. Je sais que vous êtes un homme de parole, monsieur. À présent que j'ai tenu ma promesse, je suis sûre que vous ferez de même. »« Je ne considère pas que vous ayez rempli les conditions, » rétorqua M. Coq-Noir. « Vous apportez les perles, soit, mais le couteau et la coupe prouvent seulement que William le Noir a séjourné dans la grotte, pas qu'il y habitait à l'époque où l'on soupçonne Sir Wolf d'avoir causé sa mort. Quant à votre légende, selon laquelle il serait parti en bateau rejoindre le soleil couchant, dans ce cas, princesse de la Lune, comment le bateau est-il revenu dans la caverne ?» C'était la question posée par Robin, et Maria fit la même réponse. Les chevaux blancs qui vivent dans la mer l'ont ramené sur la terre ferme, et l'un d'eux l'a tiré jusqu'à la caverne. Le coq noir émit un long cri moqueur, et M. Coq-Noir éclata de rire. « Quelle belle histoire !» ricana-t-il. « Vous pensez qu'un homme intelligent pourrait y croire ? Princesse de la Lune, on n'aveugle pas un coq noir en lui jetant de la poussière de lune aux yeux. Donnez-moi ces perles qui m'appartiennent de droit, et partez. Je ne vous ferai pas de mal pour cette fois, mais si vous vous approchez encore de mon château, je vous enfermerai dans le donjon. » Mais Maria tint bon. « Ce que je vous ai dit n'est pas une légende, » insista-t-elle sans se démonter. « C'est la vérité. » À nouveau, le coq lança un cri moqueur, et son maître partit d'un éclat de rire. « Montrez-moi le cheval blanc qui a ramené le bateau dans la caverne au retour du soleil couchant, et je vous croirai. »« Très bien, » fit Maria d'une voix assurée. « Venez avec moi dans la forêt, je vous le montrerai. » À peine avait-elle prononcé ces paroles qu'elle se sentit à la fois stupéfaite et terrifiée. Stupéfaite parce que les mots étaient sortis de sa bouche comme à son insu, et terrifiée parce qu'elle craignait de ne pas avoir dit vrai. Peut-être ne verrait-il pas le petit cheval blanc. Mais Wolf se pressait gentiment contre elle. Tout irait bien. « Vous êtes prêt ?» demanda-t-elle, et détachant sa main qui tenait Wolf par l'encolure, elle enroula les perles autour de son cou. M. Coq-Noir rit encore, ramassa sa lanterne et ouvrit la porte. « Je ne vais pas passer toute la nuit dans les bois pour courir après ce produit de votre imagination débridée. Si je ne vois pas de cheval blanc avant d'arriver à la grotte, je gagne et vous perdez. Vous me donnez les perles, je continue à voler et à braconner comme avant. »
« Et si nous voyons le cheval, répondit Maria, c'est moi qui gagne et vous qui perdez. Je vous donne les perles, et à partir d'aujourd'hui, vous et vos hommes cessez tout acte de malveillance. Marché conclu, dit M. Coquenoir. Il tendit la main. Maria la prit et la serra. Voyant qu'il la regardait droit dans les yeux, elle sut qu'il tiendrait sa promesse. Pourtant, il n'imaginait pas un instant que les circonstances pourraient l'y contraindre, et il riait encore en ouvrant la porte, en écho avec le cri moqueur de son coq. Ils descendirent la falaise illuminée par le clair de lune. Au bas des marches, Maria remonta sur Wolf. Ils traversèrent la clairière et s'engagèrent dans la forêt, plus noire que jamais, malgré la lanterne vacillante que M. Coq levait pour éclairer le chemin. Mais Maria n'avait plus peur de l'obscurité, et elle n'avait plus peur de l'homme de haute taille qui marchait à ses côtés. Curieusement, elle commençait à l'apprécier. Bien que ce fût un méchant homme, il aimait rire et il savait passer un marché. Mais le plaisir naissant que lui procurait ce sentiment tout nouveau sombra bientôt dans l'angoisse. Ils approchaient de la grotte et rien ne venait éclairer la nuit. Toujours pas le moindre signe de ce qu'ils cherchaient. Maria se désespérait. Elle qui se vantait d'être une personne de bon sens, comment avait-elle pu imaginer tout cela? Le soleil couchant, le bateau de William le Noir ramené à la caverne par les blancs chevaux de la mer, ce n'était qu'une légende, une histoire inventée de toutes pièces. Et le plus drôle, c'est qu'elle y avait cru en la racontant à Robin et à M. Coquenoir. C'était fini, elle n'y croyait plus. Perdue au milieu des ténèbres, le cœur serré, seule son obstination l'empêchait de fondre en larmes. Encore un échec. Jamais elle ne s'était sentie aussi malheureuse. Brusquement, la lanterne de M. Coquenoir s'éteignit. Il sembla à Maria que les ténèbres et le silence s'abattaient sur eux pour les étouffer. M. Coquenoir eut sans doute la même impression, ou alors il s'était cogné la jambe contre un arbre, car il se mit à bougonner dans sa barbe. Maria ne comprit pas ce qu'il disait, sûrement pas des paroles aimables en tout cas. Wolf avançait toujours. « Si vous me donniez la main, dit Maria timidement à M. Coquenoir, vous risqueriez moins de vous cogner. Wolf n'a pas l'air trop perdu. » Il lui prit la main, mais c'était comme une mâchoire d'acier qui lui glaça le sang. M. Coquenoir continua à marmonner dans l'obscurité, encore plus impénétrable, et le silence absolu. Soudain le grand coq noir, perché en silence sur l'épaule de son maître, poussa un cri. Pas un cri moqueur cette fois, mais le triomphal coup de trompette avec lequel les coqs saluent le jour naissant. Maria se rappela avoir entendu dire « L'aube surgit au plus noir de la nuit ». « Je crois que la nuit touche à sa fin », dit-elle. « Dès que j'y vois clair, je rentre chez moi », répondit M. Coq-Noir avec mauvaise humeur. « Je vous conseille d'en faire autant, petite demoiselle. Et ne venez plus jamais vous mettre sur mon chemin. Sinon, vous pourrez vous attendre au pire. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter cette chasse absurde. Vous m'avez contaminé avec toutes vos folles histoires de lune. Vous m'avez... » Il s'interrompit d'un coup. La forêt avait changé. Il distinguait à présent le contour des arbres ainsi que leur propre visage. L'obscurité se dissipait. Mais ce n'était pas tout. Rompant le silence mystérieux et à peine audible, le bruit lointain de la mer se faisait entendre. « Wolf s'est trompé, » dit Maria. « Nous arrivons au bord de la mer. »« Non, » répondit M. Coq-Noir. « La forêt ne s'étend pas aussi loin. Ici on entend la mer seulement les nuits de grand vent. Il n'y a pas un souffle d'air. » Il parlait d'une voix rauque, mal assurée, comme si le grand M. Coq-Noir lui-même pouvait éprouver de la peur. Maria, elle, n'avait pas peur. Elle écoutait fascinée. « Arrêtons-nous pour regarder l'aube se lever, » dit-elle. « Ne bouge pas, Wolf. Regardez! Oh, regardez !» Ils se figèrent devant la beauté qu'il leur était donné de contempler. À l'est, du côté de la mer et du soleil levant, une brume laiteuse se répandait dans la forêt. Et à mesure que la clarté se faisait plus vive, le bruit de la mer montait aussi. On aurait dit que la lumière prenait forme. Au cœur de la lumière déferlaient des ombres plus lumineuses encore,
et c'étaient des centaines de chevaux blancs qui galopaient, avec leurs crinières flottantes et la courbe gracieuse de leur cou, comme les pièces souplement incurvées du jeu d'échecs au salon. Ils filaient à la vitesse de la lumière, plus aériens qu'un arc-en-ciel, et pourtant leurs contours se détachaient sur la noirceur des arbres. C'étaient les chevaux de mer qui galopaient sur la terre, comme le révérend Parson l'avait raconté à Maria. Les chevaux étaient tout près maintenant. Le grondement de la mer devint assourdissant, la lumière aveuglante. M. Coq-Noir poussa un cri de peur, un bras levé pour se protéger la tête. Mais Maria, bien qu'elle dût fermer les yeux à cause de l'intense rayonnement, riait aux anges. Car elle savait que les chevaux au galop ne leur feraient aucun mal. Ils iraient sur eux comme une vague de lumière ou comme l'arc-en-ciel que l'on voit dans la campagne quand le soleil succède à la pluie. C'est ainsi que cela se passa. Il y eut une fraîcheur indescriptible, vivifiante, comme une vague que l'on reçoit de plein fouet, puis le vacarme de la mer recula vers le lointain, et ouvrant les yeux, ils se retrouvèrent dans la faible lueur, grise et fantomatique, où se distinguait à peine la silhouette des arbres et les visages. Les chevaux blancs étaient partis, tous sauf un. Ils le virent en même temps, sous l'immense pin à leur droite, le dos fièrement cambré, levant un de ses fins sabots d'argent, comme s'il suspendait sa course. Puis lui aussi s'enfuit, et il n'y eut plus dans la forêt que la banale lumière de l'aube qui se levait. Un long silence tomba sur la scène. Maria était affreusement triste. Elle savait qu'elle ne connaîtrait plus jamais la magie de cet instant. Le beau cheval blanc avait disparu pour toujours. Enfin, le Coq-Noir lança un cri. Le charme était rompu. Maria reprit ses esprits et soupira. « Alors ?» dit-elle. « Vous avez gagné, » répondit M. Coq-Noir. « Demain, je penserai sûrement que c'était un rêve. Mais vous avez gagné, et je tiendrai ma promesse. » Maria ôta les perles et les lui tendit. « Les perles ne sont pas un rêve, » dit-elle. « Et ce ne sera pas non plus un rêve quand vous viendrez à lune claire demain pour rencontrer vos nouveaux amis. Vous viendrez, n'est-ce pas ? » « Princesse de la Lune, » déclara M. Coq-Noir, « je me vois obéissant aux ordres de votre Altesse pour le restant de mes jours. Je me présenterai au manoir demain à 5 heures. » Il s'inclina et partit, le Coq-Noir toujours perché sur son épaule. Maria et Wolf prirent aussitôt le chemin du retour. L'aurore se parait de couleurs merveilleuses, passant du gris à l'argent, de l'argent à l'or, et lorsqu'ils débouchèrent de la forêt, ce fut dans le ciel un éblouissement de roses, de jaunes et de violets qui annonçait une belle journée bleue. Wolf ne ramena pas Maria dans le jardin, mais seulement à la porte du verger. Là, il s'arrêta et se secoua pour la prier de descendre. Il était fatigué maintenant. Cette charge sur son dos lui devenait trop pénible. Maria s'exécuta et l'embrassa en le remerciant pour ses bons services. Le chien la regarda gentiment, la poussa vers la porte et partit de son côté. Maria entra dans le verger. Les moutons et les agneaux dormaient encore sous les arbres aux fleurs roses et blanches, et la rosée du matin semait des étincelles d'argent dans leurs fourrures laineuses. Elle passa dans le potager et se sentit prise d'une immense fatigue. Elle avait terriblement faim aussi. Tout en cheminant entre les haies taillées, elle ne pensait qu'à une chose, manger et se coucher. Mais un éclair rose, déployé comme une bannière, lui fit lever les yeux. Les géraniums roses, qu'on voyait par la fenêtre du tunnel. Les fleurs lui apparurent avec plus de précision encore, car la fenêtre, d'ordinaire fermée, avait été grande ouverte pour laisser entrer le matin. Elle se tint immobile, tête renversée en arrière pour admirer le spectacle. Que c'était beau! Le rose n'était pas sa couleur préférée, certes, mais on ne pouvait pas nier que ce fût une couleur, et comme l'avait déclaré sœur Benjamin, toute couleur relevait du soleil, du bien. Et le rose était la couleur de l'aurore, du soleil couchant, le lien entre le jour et la nuit. À ce moment-là, sous les yeux de Maria stupéfaite, un bras tenant un arrosoir apparut, et une onde de fines gouttelettes argentées descendit sur les fleurs. Il n'y avait aucun doute quant au propriétaire de ce long bras mince, habillé de vif.
C'était le bras de Marmaduke Scarlett. « Marmaduke !» appela doucement Maria. « Marmaduke !» Les géraniums s'écartèrent pour laisser passer le visage de Marmaduke Scarlett avec sa barbe et ses joues roses. Il hocha la tête en souriant, heureux de voir Maria, mais sans avoir l'air étonné. « Jeune maîtresse, dit-il, je m'apprêtais à prendre une petite collation avant de me rendre au manoir pour y accomplir ma journée de labeur. Me ferez-vous l'honneur de monter le partager avec moi ?»« Avec plaisir, Marmaduke, répondit Maria. Je meurs de faim. Mais comment fait-on pour monter ? Regardez derrière la réserve d'eau de pluie. Maria se précipita vers la grosse barrique verte qu'elle avait remarquée le premier jour sur la gauche du tunnel. Dans le mur juste derrière se trouvait une petite porte verte, pas plus large que la porte de sa petite chambre, au sommet de la tour. Elle souleva le loquet, ouvrit le battant et découvrit un escalier étroit et raide où ne pouvait passer qu'une personne de petite taille. Tout en haut, après avoir ouvert une autre porte, elle se retrouva du côté des géraniums roses. « Bienvenue dans mon humble demeure, jeune maîtresse, » dit Marmaduke Scarlett. « C'est donc ici que vous habitez, Marmaduke » s'exclama Maria, dont la curiosité était enfin satisfaite. « Je me retire ici, en effet, quand je ne suis pas retenue en d'autres lieux par mes travaux domestiques, » répondit Marmaduke Scarlett. C'était la pièce la plus étrange que Maria eût jamais vue, longue et étroite comme le tunnel au-dessous. L'une de ses extrémités était fermée par la fenêtre, sur le rebord de laquelle s'alignaient les pots de géranium. De l'autre côté, la couche en bois de Marmaduke Scarlett occupait toute la largeur, garnie d'une courte pointe, à carreaux rouges et blancs soigneusement rabattus. Au milieu de la pièce se trouvait une petite table en bois, flanquée de 2 tabourets, et l'ensemble du mobilier était adapté à la taille de son minuscule propriétaire. La table était revêtue d'une nappe ornée des mêmes motifs à carreaux rouges et blancs que la courte pointe. Un plat bleu y était posé, rempli de pommes, ainsi qu'un pichet jaune vif contenant du lait, une assiette violette sur laquelle s'empilaient des petits pains au beurre frais, 2 assiettes vertes et 2 tasses assorties. Mais ce ne fut pas la présentation des aliments qui arracha à Maria une exclamation de surprise, ni les couleurs de la porcelaine, mais la vision des murs nord et sud. Sur tout le long couraient des rayonnages en bois, du sol au plafond, et sur les étagères étaient rangés des pots et des pots de géranium rose saumon. « Oh, Marmaduke !» s'écria Maria. « Ce sont les géraniums qu'Aurore Minette a laissés quand elle est partie ?»« Des boutures réalisées à partir des fleurs originelles, » expliqua Marmaduke, en indiquant poliment à Maria de prendre place sur l'un des tabourets. « Alors, vous aimez le rose, vous aussi ?» demanda Maria en s'exécutant. « Je ne peux pas le sentir, » dit Marmaduke en s'asseyant en face d'elle et en versant du lait dans les tasses. « Mais j'abhorre le gâchis aussi, comme tout cuisinier. Ainsi, quand mon maître m'a ordonné fort malencontreusement il y a 20 ans d'expulser par la porte de la maison tous les plants de géranium qu'il n'avait pas lui-même jetés par la fenêtre, je ne m'en suis pas débarrassée. Je les ai apportés ici, pensant qu'un jour, peut-être, ils pourraient être utiles. » Tout en goûtant aux pommes et aux petits pains abondamment tartinés de beurre frais qui fondaient dans la bouche, Maria eut une idée soudaine. Elle garda un instant le silence pour mieux réfléchir. « Marmaduke, dit-elle enfin, je crois savoir comment on pourrait les utiliser. J'ai une idée qui me paraît excellente. »« Je n'en doute pas, jeune maîtresse, » répondit Marmaduke avec sa politesse habituelle. « Marmaduke, reprit Maria, puis-je avoir des invités pour le thé demain après-midi ? 7 personnes. »« Bien sûr, jeune maîtresse, mais si vous souhaitez y convier sœur Benjamin, je crains que vous n'ayez pas choisi le bon jour. Demain matin, il doit se rendre à la ville pour siéger au banc. C'est un magistrat, vous savez. »« Il ne sera pas rentré à l'heure du thé ? » demanda Maria. « En général, non, il n'est pas de retour. La station assise sur le banc le laisse si épuisé qu'il lui est souvent nécessaire de s'arrêter à l'auberge pour y consommer un repas substantiel ainsi que des rafraîchissements absorbés en quantité égale. »« Je vais lui demander de rentrer directement, » dit Maria, « et nous lui préparerons un repas subsistentiel et des rafraîchissements ici. »« Très bien, jeune maîtresse, »
dit Marmaduke. Un vin chaud aux épices. Voilà ce qui convient à l'heure du thé. Posant la pomme qu'il avait à peine grignotée, le visage illuminé par une inspiration soudaine, il fixa de ses yeux brillants le plafond et murmura entre ses dents. Cake au raisin, cake au safran, cake aux cerises, éclairs, pain d'épices, meringues, fromage frais aux fruits, sablé aux amandes, muffins aux raisins secs, croquant au chocolat, petits gâteaux au gingembre, cornets à la crème, scones fourrés, petits feuilletés garnis, toast au jambon, toast à la crème de citron, toast de tomates fraîches, petit pain à la cannelle, petit pain au miel et... « Mais Marmaduke !» interrompit Maria. « Cette personne ne mangeront jamais tout cela. J'envisage toujours la possibilité que les invités surviennent en nombre plus important, dit Marmaduke. Et au ton de votre voix, j'ai cru comprendre que cette réception marquerait une grande occasion. Or, les grandes occasions se fêtent dans la grandeur. Associer la mesquinerie à une grande occasion me paraît hautement méprisable. La sustention corporelle de l'homme, à l'intérieur, autant que la satisfaction esthétique de son œil tourné vers l'extérieur, doivent se penser dans l'abondance. Maria n'était pas sûre de comprendre cette dernière phrase, mais elle se sentit encouragée à aborder la question de la décoration florale. « S'il vous plaît, Marmaduke, pourrais-je emprunter les géraniums pour décorer la maison pendant ma fête ?»« Bien sûr, jeune maîtresse. Robin nous aidera à transporter les pots. »« Oh, Marmaduke, Robin doit passer au verger aujourd'hui pour s'occuper des moutons. Si vous le voyez, vous voudrez bien lui donner une lettre de ma part ?» Pour toute réponse, Marmaduke partit vers son lit, fouilla sous le cadre en bois et en ressortit un encrier, une plume d'oie et un superbe parchemin. « Cher Robin, » écrivit Maria, « hier soir, j'ai fait une deuxième tentative avec Wolf et nous avons réussi. Je crois que les hommes de la forêt des ombres ne seront plus méchants. Je t'en prie, cher Robin, pardonne-moi de ne pas t'avoir attendu. J'étais obligée d'y aller. D'ailleurs, je n'aurais pas pu recommencer si tu ne m'avais pas aidé la première fois. C'est impossible de tout raconter par écrit, mais je le ferai quand je te verrai. J'ai très envie de te voir, alors est-ce que tu veux bien venir prendre le thé demain ? Si tu pouvais être là à 3h30, s'il te plaît, Robin, demande à Aurore de venir aussi, à 4h30. Dis-lui qu'elle doit absolument venir. Si elle ne vient pas, tout sera gâché. Dis-le lui. Bien sûr, je sais qu'elle refusera d'entrer dans la maison à 7h de la journée, mais si elle m'attend dans la roseraie, j'irai la retrouver. Dis-lui que sœur Benjamin se rend à la ville demain pour siéger au banc. Elle aura plus de plaisir à venir. Et aussi, s'il te plaît, pourrais-tu aller voir le révérend Parson pour l'inviter à 4h15 ? Cher Robin, Aurore et toi, vous devez absolument venir. Et le révérend Parson aussi. Maria plia la lettre, elle la remit à Marmaduke, puis se leva, fit une petite révérence et le remercia pour sa délicieuse collation. « J'espère que cela ne vous aura pas coupé l'appétit avant le petit déjeuner, » fit-il d'un air inquiet. « Oh non, pas du tout, » dit Maria pour le rassurer. Elle redescendit l'escalier et passa devant l'écurie. Dans le jardin à la française, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus peur des chevaliers et des coqs taillés dans les ifs. Elle arriva dans la salle en pierre en même temps que sœur Benjamin, qui, devant le visage fatigué et pâle de sa jeune cousine et les aiguilles de pain accrochées à sa jupe, écarquilla les yeux. Nul ne pouvait douter qu'elle avait passé la nuit dehors. Sœur Benjamin ouvrit la bouche pour la questionner. Puis, se ravisant, il décida de lui faire confiance et se tut, en se contentant de la regarder avec une tendresse complice. « J'ai trop sommeil pour vous en parler aujourd'hui, » dit-elle, « mais je vous raconterai bientôt. S'il vous plaît, me permettez-vous d'organiser une petite réunion demain à l'heure du thé ? J'aimerais inviter le révérend Parson. Pourriez-vous venir, vous aussi, dans votre plus bel habit ? » « Je dois me rendre au banc, » répondit sœur Benjamin. « Mais si vous rentrez directement, sans passer par l'auberge, vous arriverez à temps pour le thé, et il y aura beaucoup de choses à manger, et beaucoup de choses à boire. Je vous en prie. » Il ne pouvait rien refuser à ce joli visage pâle qui le suppliait. « Très bien, » dit-il, « à votre guise. Mais si par beaucoup de choses à boire, vous voulez dire du thé, je n'en prendrai pas. De toutes les boissons, c'est la plus fade, la plus insipide, et ce ne sera pas du thé, » dit Maria, « mais du vin chaud aux épices. »
Le visage de sir Benjamin s'éclaira. « Vous pouvez compter sur moi, dit-il, et je viendrai dans mon plus bel habit. »« Puis-je décorer la maison avec des fleurs ?» demanda Maria. « Merveilleux enfant !» s'exclama-t-il. « Bien sûr, si vous le souhaitez, mais il me semble que vous faites bien des manières, juste pour inviter le révérend Parson à boire du thé. »« Me promettez-vous, solennellement, de ne pas jeter les fleurs par la fenêtre si vous ne les aimez pas ?» continua Maria. Sir Benjamin haussa les sourcils. Il retint sa surprise et répondit seulement avec gravité. « Vous avez ma parole. »« Alors c'est parfait, » dit Maria satisfaite. « Maintenant, je dois aller faire un brin de toilette pour le petit déjeuner, et ensuite, je vais dormir, et dormir, et dormir. »« On dirait que vous en avez bien besoin, » conclut le vieil homme. « La nuit a été longue ou trop courte, c'est selon. » Chapitre 12. Maria dormit profondément toute la journée et toute la nuit suivante. Le lendemain matin, elle eut un mal fou à se concentrer sur ses leçons. Il lui fut aussi très difficile d'apaiser Miss Héliotrope, qui se rongeait les sangs en voyant le comportement de son élève. « Ne vous inquiétez pas, Miss Héliotrope, » répétait Maria. « Si tout va bien, cet après-midi à l'heure du thé, dès que la fête sera terminée, je vous expliquerai. »« Mais qui donc vient à cette mystérieuse réunion ?» demanda Miss Héliotrope. « À part nous et le révérend Parson, une dame très malheureuse, un homme très méchant, et le petit garçon avec qui je jouais autrefois dans le jardin de London Square. »« Mon enfant !» s'exclama Miss Héliotrope. « Je vous ai répété maintes et maintes fois que cette personne n'existe pas. »« Vous changerez d'avis cet après-midi, » dit Maria. « Une dame malheureuse ?» reprit Miss Héliotrope. « Et un homme méchant ? Voilà qui ne me paraît guère convenable. »« Elle sera heureuse après la fête, et il deviendra bon. Marmaduke Scarlett est au courant de tout. »« Ah, alors si Marmaduke Scarlett est au courant, » dit Miss Héliotrope, rassérénée. Elle tenait Marmaduke en très haute opinion depuis qu'elle avait constaté l'excellence de ses talents domestiques et qu'il lui confiait gracieusement tout le raccommodage de la maisonnée. Après le déjeuner, Maria renvoya Miss Héliotrope dans sa chambre pour se reposer, avec l'ordre d'y rester jusqu'à ce qu'on vienne la chercher. Elle chargea Digweed d'intercepter sir Benjamin à la grande porte du parc et de le faire entrer discrètement sans qu'il sonne la cloche. Digweed devait aussi conduire sir Benjamin, les yeux fermés, à sa chambre où il attendrait qu'on vienne le chercher. Ensuite, Maria et Marmaduke convièrent tous les fidèles animaux pour aider aux préparatifs. Wolf, Wiggins, Zacharia, Sérénito et Pervenche. Ils avaient tant travaillé à faire advenir cette fin heureuse. Comme Marmaduke rechignait à laisser entrer Pervenche dans la maison, on l'amena sur le perron et elle resta à la porte pour regarder tout ce qui se passait. La participation de Wiggins au succès de l'entreprise aurait pu être contestée, mais le petit chien était si mignon ce matin-là que tout le monde oublia de lui rappeler que son comportement laissait parfois à désirer. Robin arriva. Il avait soigneusement brossé ses habits couleur de feuilles. Ses chaussures cirées brillaient comme du verre, la plume verte dansait joyeusement à son chapeau, et son visage rose, frotté au savon, rayonnait de bonheur et d'excitation. « Le révérend Parson vient aussi, » dit-il à Maria. « Et mère attendra au fond de la roseraie à 4h30. Elle l'a promis. Pourtant c'est difficile de lui arracher une promesse. »« Merci, Robin, » dit Maria. « Tu ne m'en veux pas d'avoir agi sans toi ?»« Absolument pas, » répondit Robin d'une voix enjouée. « À condition que tu me racontes tout. »« Je te raconterai tout pendant que nous préparons notre petite fête. Toute ma vie, Robin, je te raconterai toujours tout. »« Moi aussi. Sinon, tu poserais tellement de questions que la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. » Ils se mirent au travail. Wolf, portant un gros panier dans sa gueule, aida Maria et Robin à transporter tous les géraniums de Marmaduke à l'intérieur de la maison. Les pots étaient beaucoup plus nombreux que Maria ne le pensait. Ils garnirent toutes les fenêtres du petit salon, de sorte que de l'autre côté, la pièce vue depuis la roseraie apparaîtrait comme un brasier de couleurs. Les fenêtres du grand salon aussi
furent habillés de rose, ainsi que la chambre de Maria, dans la tour. Ensuite, ils aidèrent Marmaduke Scarlett à préparer la table de la salle en pierre pour le thé. Le résultat fut somptueux. Il y avait des bougies au centre de la table, des vases contenant de magnifiques géraniums coupés, des tasses et des soucoupes en porcelaine fine, des verres en cristal et des plats d'argent qui regorgeaient de gâteaux. Marmaduke apporterait plus tard le thé dans une fontaine d'argent et les grands pichets de vin chaud aux épices. Maria monta dans sa chambre pour revêtir sa plus belle tenue, la robe de bal qu'elle mettait parfois à Londres, mais n'avait pas encore portée à Lune Claire. C'était une robe de soie rose, toute brodée de minuscules fleurs bleues. Le vêtement possédait une grande poche, dans laquelle elle glissa le livre à la couverture héliotrope qu'elle avait emprunté au révérend Parson, et le livre vert de poésie français donné par Louis de Fontenelle à Jane Héliotrope. Tandis qu'elle s'habillait, elle vit que sir Benjamin était de retour. Digweed lui fit monter l'escalier du perron les yeux fermés. Une fois dans la salle en pierre, on pouvait lui faire confiance, il n'essaierait pas de voir ce qui se passe. À 4h10, très exactement, Maria alla chercher Miss Héliotrope et la conduisit en bas. La gouvernante portait sa robe d'alépine violette, éclairée par l'un de ses fichus, et avait posé sur sa tête l'une des jolies charlottes d'Aurore. « Miss Héliotrope, » dit Maria en ouvrant tout grand la porte du salon. Au milieu de la pièce, Robin s'inclina, chapeau à la main. « Voici Robin. Je le connais depuis toujours, et je vais me marier avec lui. Donc nous serons toujours ensemble. Je l'aime de tout mon cœur, et vous aussi je vous aime de tout mon cœur. Alors tous les deux, il faut que vous vous aimiez. » « Juste ciel !» s'exclama Miss Héliotrope, stupéfaite en examinant Robin par-dessus le bord de ses lunettes. « Je n'ai jamais vu rien de pareil. Quelle couleur !»« Alors, c'est bien ainsi que je vous l'ai décrit à Londres, n'est-ce pas ?» demanda Maria. « Oui, oui, » acquiesça Miss Héliotrope. « Mais il est plus grand. »« J'ai grandi depuis, madame, » expliqua Robin. Il s'inclina à nouveau très poliment. Sa main droite, qui tenait toujours le chapeau à la plume de paon, décrivit un geste gracieux, et il posa la main gauche sur son cœur, à la manière des hommes galants que Miss Héliotrope fréquentait dans sa jeunesse. La gouvernante s'était remise de sa surprise et le considérait maintenant d'un œil plus indulgent. « Juste ciel !» répéta-t-elle, mais cette fois avec bienveillance. Robin s'approcha, lui prit la main et la baisa. « Pour vous servir, madame, jusqu'à la fin de mes jours. » Le cœur de Miss Héliotrope fondit dans sa poitrine. Elle se pencha vers lui et l'embrassa. « Vous êtes un bon garçon, » dit-elle. « Que vous soyez, ou non, le compagnon que Maria s'inventait à Londres. Et si vous êtes gentil avec Maria, vous n'aurez pas d'ami plus dévoué que Jane Héliotrope. » Un bruit de pas se fit entendre. Le révérend Parson apparut, un géranium rose accroché à la boutonnière de sa soutane. « Oh, révérend Parson !» s'écria Maria. « Que diriez-vous d'une petite promenade dans le potager avec Miss Héliotrope ? Il fait si bon au soleil, et les fleurs sont magnifiques. Vous verrez, il y a un banc sous le mûrier. Vous pourriez peut-être vous asseoir et lui faire un peu la lecture. Elle aime beaucoup qu'on lui lise des textes à voix haute, surtout si c'est de la poésie. Je suis sûre qu'elle serait ravie de découvrir le recueil de poèmes anglais que vous m'avez prêté. Les poèmes français aussi. » Maria sortit les 2 petits livres de sa poche et les tendit au révérend Parson. « Nous prendrons le thé à 5h, » dit-elle pour terminer. Le révérend Parson, dont l'œil s'était allumé, prit les livres. Il s'inclina devant Miss Héliotrope et lui offrit le bras. « Madame, me ferez-vous l'honneur ?» dit-il, avant de lui offrir le bras et de l'inviter à sortir de la pièce. Maria et Robin restèrent seuls. « Robin, » dit Maria, « je voudrais que tu ailles chercher sir Benjamin dans sa chambre. Amène-le ici et engage une conversation avec lui devant la fenêtre qui donne sur la roseraie. »« Combien de temps dois-je lui parler ?» demanda Robin. « Et de quoi ? » « Entretiens-le jusqu'à ce que je revienne. Ce ne sera pas long,
Parle-lui des moutons. Sœur Benjamin peut passer des heures sans bouger à discuter de moutons. » Elle sortit par la fenêtre et partit en courant vers le fond de la roseraie. Aurore avait tenu parole. Elle était là, dans sa robe grise pailletée de rose, nu-tête au soleil du printemps, silhouette toute menue, au port de Rennes. « Maman Minette !» s'écria Maria en lui jetant les bras autour du cou. « L'homme de la forêt des ombres vient pour le thé !» Aurore poussa un petit cri de joie et serra Maria dans ses bras. « Maria, alors vous avez réussi !»« Vous êtes tellement tenace, petite princesse de la lune. Mais comment avez-vous fait ?»« Il me faudra des heures pour tout vous raconter, » dit Maria. « Je le ferai plus tard. Mais je vous en prie, Aurore, venez voir comment j'ai décoré la fenêtre du salon avec des fleurs. »« Vous m'avez fait faire tout ce chemin seulement pour regarder des fleurs ?» demanda Aurore. Sa voix, pourtant, ne trahissait pas la moindre contrariété. Au contraire, elle semblait amusée. « Vous serez contente d'être venue quand vous verrez la fenêtre du salon, » l'assura Maria. « Fermez les yeux, si vous voulez bien. » Aurore ferma les yeux. À elle aussi, comme à sœur Benjamin, on pouvait faire confiance, et elle n'essaya pas de glisser un regard entre ses cils pendant que Maria la conduisait vers la maison. Elles étaient très belles ensemble, avançant main dans la main entre les roses, avec leurs robes à fleurs et leurs cheveux blonds, où le soleil jetait des éclairs or et argent. Une nuée de petits oiseaux les accompagnait, et toutes ces ailes brillantes, ces chants en cascade, répandaient des ondées de lumière dans l'air bleuté. L'homme et le garçon, qui s'entretenaient de moutons à la fenêtre, se turent et s'extasièrent en retenant leur souffle. « Ouvrez !» dit Maria. Aurore ouvrit les yeux et vit une profusion de géranium rose saumon, ces fleurs qui font la fierté des Cornouailles. La fenêtre et tout le salon derrière en étaient emplis, comme ce soir des années auparavant, avant que son amant excédé ne les jette par la fenêtre. Et il se tenait là, au milieu des fleurs, portant sa plus belle perruque de magistrat, son habit à queue et le gilet qu'elle lui avait cousu il y a si longtemps. Il la regardait comme si elle était à la fois le soleil, la lune et toutes les étoiles. « Aurore !» s'écria-t-il en laissant exploser sa joie. « Pour l'amour du ciel, pardonnez-moi ! Quelle bêtise m'a donc pris de jeter ces géraniums par la fenêtre ! Venez ici tout de suite, et ne partez plus, plus jamais !» Aurore enjamba la fenêtre ouverte, posa le pied sur la banquette à l'intérieur. Sœur Benjamin la souleva dans ses bras comme une enfant. Alors Maria partit en flèche dans les jardins, gravit les marches du perron et fit irruption dans la salle en pierre. « Tout va bien !» lança-t-elle à Robin, qui lui aussi s'était enfui du salon en courant. « Voilà déjà une bonne chose de faite. Tu veux bien que sœur Benjamin épouse ta mère, Robin ?»« S'il le souhaite, » répondit Robin. « Je me moque du mariage des autres, du moment que toi tu m'épouses. » Il lança soudain un grand hurlement de joie, comme sœur Benjamin, et jeta ses bras autour de Maria en la serrant contre lui avec une telle fougue qu'elle en eut la respiration coupée. Alors, tous les animaux, Wolf, Zacharia, Sérénito, Wiggins et Pervenche, qui s'étaient rassemblés dans la salle en pierre, firent cercle autour d'eux et poussèrent des rugissements, des miaulements, des couinements, des aboiements et des hennissements d'allégresse, tandis que Marmaduke Scarlett, debout sur le seuil de la cuisine avec les poings sur les hanches, se fendait de son plus large sourire, celui qui étirait les coins de sa bouche jusqu'à les faire disparaître derrière ses oreilles. À cet instant, malgré le vacarme, ils entendirent un roulement de sabots. Ce n'était pas un cheval, mais un grand nombre de chevaux et leurs cavaliers qui approchaient au petit trot. Maria et Robin se dégagèrent de leur étreinte et coururent à la porte, suivis de Marmaduke Scarlett et des animaux pressés par la curiosité. Dans le jardin, les hommes de la forêt des ombres, montés sur des chevaux noirs, se tenaient parfaitement immobiles ou avançaient de par deux. Les uns étaient les Yves Taillé et les autres, Monsieur Coq-Noir et sa troupe. Il y avait aussi des coqs noirs dans le jardin, mais aucun ne bougeait, sauf celui qui battait des ailes et piaillait sur l'épaule de son maître. « Ils sont tous venus !» souffla Maria, pétrifiée.
« J'ai invité monsieur Coq-Noir, mais ils sont tous venus. »« Ne craignez rien, jeune maîtresse, » fit la voix rassurante de Marmaduke derrière elle. « Il y a assez à manger. Quand Marmaduke Scarlett fait la cuisine, il y a toujours assez. »« Et le vin chaud aux épices » s'écria Maria. « De cela aussi, » répondit Marmaduke. « Nous disposons en quantité illimitée. » Maria et Robin, tel un prince et une princesse, sortirent sur le perron en se donnant la main pour souhaiter la bienvenue. Les hommes mirent pied à terre, laissant les chevaux noirs déambuler au milieu de leurs compagnons taillés dans les arbres. Ils montèrent les marches en rang par deux, s'inclinèrent devant Maria et Robin, longèrent la haie d'honneur formée par les animaux et entrèrent dans la salle en pierre. Là, ils furent accueillis par sœur Benjamin et Aurore Minette, qui les attendaient, debout devant l'immense cheminée, digne comme un roi et une reine. Arrachés au bonheur qu'ils partageaient dans l'intimité du petit salon, sœur Benjamin et Aurore avaient gagné la salle en pierre en entendant la clameur générale. Ils eurent la grâce d'endosser immédiatement leur rôle d'hôte et d'hôtesse, sans laisser paraître leur stupeur en face des hommes qu'ils considéraient jusque-là comme leurs ennemis. « Sœur Benjamin, » dit monsieur Coq-Noir en s'inclinant très bas, « sachez qu'à l'avenir, vous trouverez en moi un voisin idéal. »« Je n'en doute pas, monsieur, » répondit sœur Benjamin. « Oublions le passé et prenons dès aujourd'hui un nouveau départ. » Après ces bonnes paroles, la réception alla bon train. Marmaduke Scarlett se laissa convaincre et prit place à la grande table avec sœur Benjamin, Aurore, Maria, Robin et les hommes de la forêt des ombres. Wiggins s'installa sur les genoux de Maria, Zacharia profita de la chaise de Marmaduke, et le Coq-Noir demeura perché sur l'épaule de son maître. Pervenche et Wolf se postèrent de chaque côté de sœur Benjamin, qui présidait la tablée. Les convives mangèrent, burent, rirent et chantèrent à volonté. Quand les hommes, fredonnant encore sur leurs montures, repartirent enfin vers le soleil couchant, il ne restait pas une miette à manger, ni une goutte à boire sur la table, et pas une goutte de haine dans les cœurs, ni une miette d'amertume dans les esprits. Tout avait été expliqué, pardonné, et l'avenir s'offrait à tous les yeux avec la beauté d'une promesse. Une promesse qui fut tenue, car à partir de ce moment-là, ils vécurent tous heureux et en paix. Le lecteur, intelligent, aura remarqué que le révérend Parson et Miss Héliotrope ne parurent pas à la réception. Ils n'y pensèrent plus, tout simplement. Ils arpentèrent longuement les allées ensoleillées du potager, tout au plaisir de leur conversation. Rappelons que, dès leur première rencontre à l'église, ils avaient éprouvé une extraordinaire attirance l'un pour l'autre. Puis, se souvenant des instructions de Maria, le révérend Parson entraîna Miss Héliotrope vers le mûrier pour s'asseoir sur le banc. Il ouvrit les deux petits livres, en se demandant par lequel commencer sa lecture. À cet instant précis, un rayon de soleil filtra entre le vert feuillage du printemps et tomba sur le couple. Miss Héliotrope lut le nom de son amant perdu, qu'elle avait écrit de sa main, sur la première page de l'un des livres. Et sur la page de garde de l'autre livre, le révérend Parson découvrit le nom de la seule femme qu'il eût jamais aimée, écrit de sa propre main. Au même instant, un autre rayon de soleil illumina le médaillon que Miss Héliotrope portait au cou. Le révérend Parson reconnut le bijou qu'il lui avait offert des années auparavant, au temps de leur prime jeunesse, et dans lequel il avait glissé une mèche de ses cheveux. Imaginez tout ce qu'ils eurent à se dire, car même devenu vieux, nul n'oublie jamais le temps de sa jeunesse, ni les amours passés. Au contraire, plus on vieillit, plus reviennent les souvenirs du temps jadis, et plus fort est l'amour pour ceux que l'on a aimés. Il n'est donc pas étonnant que Miss Héliotrope et le révérend Parson aient oublié le thé. Sœur Benjamin et Aurore se marièrent 1 mois plus tard, tôt le matin, entourés seulement des êtres les plus chers à leur cœur. Car tout de même, se marier à leur âge, ils éprouvaient une pointe de gêne. Ce fut calme et très beau. Sœur Benjamin porta le gilet qu'Aurore avait fini de broder, et Aurore porta sa robe de mariée. Ensemble, ils formaient un couple superbe. Ils furent mariés par le révérend Parson au cours d'une cérémonie très émouvante. Le mariage du révérend Parson et de Miss Héliotrope
eut lieu 1 mois après. Ce fut plus calme encore, mais tout aussi beau. Seul inconvénient, le révérend Parson ne pouvait pas être marié par lui-même. Il fallut faire venir un pasteur de l'autre côté de la colline. C'était un homme de petite taille, corpulent à l'excès, mais si gentil que finalement, personne ne trouva à s'en plaindre. Par la suite, le révérend Parson et Miss Héliotrope vécurent ensemble dans la maison du pasteur, et ni l'un ni l'autre n'aurait pensé que l'on pût être aussi heureux. Miss Héliotrope n'eut plus d'indigestion. Son mal étant causé par le chagrin d'avoir perdu Louis de Fontenelle, il n'y avait plus aucune raison de souffrir, maintenant qu'elle était mariée avec lui. Robin et Maria ne se marièrent pas avant le printemps suivant. Leurs aînés jugèrent qu'il leur fallait encore 1 an pour apprendre à mieux maîtriser le tempérament bouillonnant des Merryweather avant de vivre ensemble pour de bon. Mais au printemps, par une radieuse et chaude matinée d'avril, le mariage eut lieu et ne fut pas du tout célébré dans le calme. Jamais la vieille église de Père-l'Argent n'avait connu tant de bruit, tant de joie et de beauté. Maria avait revêtu la robe de mariée d'Aurore. Elle tenait à la main un gros bouquet de roses noué par un ruban or et argent et portait sur la tête une couronne de prime-vert tressée dans ses cheveux. Robin arborait un pourpoint flambant neuf taillé dans un tissu émeraude vif. Il avait piqué des roses à sa boutonnière et balançait à la main un chapeau vert orné d'une cocarde en ruban or et argent et d'un panache en plume de coq que M. Coq-Noir avait prélevé de sa main sur la queue de son grand coq noir, en signe de l'amitié éternelle qui unissait à présent les hommes de la forêt des ombres et les Merryweather. Ils ne prirent pas la calèche pour se rendre du manoir à l'église, mais chevauchèrent Wolfe et Pervenche. Zacharia, Wiggins et Sérénito venaient derrière, ayant noué pour l'occasion des rubans or et argent à leur cou. À la porte du cimetière, ils furent accueillis par tous les enfants de Père-l'Argent, vêtus de leurs plus beaux habits, les bras chargés de fleurs tandis que les cloches sonnaient à toute volée. Quand Maria et Robin remontèrent l'allée de l'église pour être mariés par le révérend Parson sur les marches du chœur, les fidèles animaux leur emboîtèrent le pas, 2 par 2, et tous les enfants suivirent. Sir Benjamin et Aurore, à présent Lady Merryweather, Miss Héliotrope, Madame de Fontenelle, Monsieur Coq et Marmaduke Scarlett étaient assis sur le banc réservé aux gens du manoir, vêtus de leurs plus beaux atours et si heureux qu'ils sentaient leur cœur sur le point d'exploser. Derrière eux, les habitants de Père-l'Argent, les hommes de la forêt des ombres, tout le monde se pressait jusqu'aux portes de l'église et chantait à en faire s'envoler le toit. L'église était décorée avec des fleurs à profusion. Roses, fleurs de pommier, jonquilles, violettes, perce-neige, crocus, qui avaient décidé de fleurir en même temps cette année-là pour assister tous ensemble au mariage de Maria. La tombe de Sir Wolfe Merryweather croulait sous les fleurs et lorsque Maria et Robin avaient mis la dernière main à la charmille du chevalier la veille au soir, ils s'étaient imaginé voir l'ombre d'un sourire passer sur l'effigie en pierre de leur déshonorant ancêtre. « Il n'est plus déshonorant maintenant », avait dit Maria. « Il ne hantera plus la colline du paradis parce qu'il est arrivé au vrai paradis. Il monte un cheval blanc et galope dans les champs de lys, traversés par le ruisseau de lumière. » Une fois la cérémonie terminée, Maria et Robin remontèrent sur Wolfe et sur Pervenche, et tous ceux qui étaient dans l'église les suivirent dans le parc ensoleillé, en chantant dans la tendre verdure du printemps, jusqu'au manoir où les attendait le petit déjeuner de fête préparé par Marmaduke Scarlett. C'était un festin d'une telle ampleur que Marmaduke lui-même se prit à y voir l'apogée de son exceptionnelle carrière culinaire. Le gâteau de mariage, glacé de blanc sur ses multiples étages, avait le diamètre d'une roue de charrette et sa base mesurait 2 mètres de haut. Il portait toutes sortes de décorations en sucre, fleurs, fruits, oiseaux, étoiles, papillons et cloches. Le sommet de cette formidable pyramide s'ornait d'une minuscule lune en forme de faucille et d'un minuscule soleil inséré dans un fer à cheval argenté. Bien sûr, on servit aussi toutes sortes de gâteaux, tous les biscuits et tous les petits pains qu'il était possible d'imaginer, une infinie variété de toasts et de canapés et de cerises au sucre candi, du gingembre confit, des amandes en dragées et des chocolats. Il y avait des gelées aux fruits, des crèmes, du fromage frais,
des glaces et des sorbets, de la limonade, du café chaud et du café glacé, du thé, du vin chaud aux épices et du champagne. On mangea et but à satiété. Tout le monde se régalait, mais personne ne mangea ni ne but trop. Aucun des convives n'aurait voulu gâcher cette belle journée en souffrant plus tard de maux de ventre. Il fallait que rien n'entache l'allégresse générale jusqu'à la fin. Et le bonheur s'installa. Et tous les jours qui passèrent ensuite furent aussi des jours heureux, ainsi que les mois et les années. Monsieur Coq-Noir tint sa promesse, comme Maria en avait eu la certitude. Ces hommes firent commerce avec les gens de la vallée, ils leur vendirent du poisson et ne se livrèrent plus au braconnage ni au vol. Ils troquèrent leurs habits noirs contre des vêtements aux couleurs vives, à l'image de la vallée. Ils peignirent leurs barques de pêche en rouge, vert et bleu, et ils les garnirent de voiles blanches comme des ailes d'oiseaux. Les enfants de Perle-Argent allaient maintenant jouer sur le rivage de la baie de Merryweather, et les hommes les laissaient faire. Ils jouaient même avec eux et les aidaient à ramasser des coquillages. Les hommes étaient heureux dans leur château, au milieu de la forêt, et aussi dans la maison de la gardienne que sœur Benjamin mit à leur disposition pour les jours où ils ressentaient le besoin de changer d'air. Et sœur Benjamin, Aurore, Maria, Digweed, Marmaduke, Scarlett et tous les animaux vivaient heureux au manoir. Et Miss Héliotrope, le révérend Parson et tous les gens de Perle-Argent étaient heureux dans leur village. Et sur la colline du paradis, les moutons étaient heureux, les oiseaux chantaient, et le petit sanctuaire devint un lieu de pèlerinage qui faisait le bonheur de toute la région. Heureux étaient les jours ensoleillés, heureuses aussi les nuits sous la lune et les rêves. Mais tout passe en ce monde. Au fil du temps, Miss Héliotrope et le révérend Parson devinrent très vieux et fatigués, et quittèrent joyeusement cette vie pour l'au-delà. Et bien des années plus tard, sœur Benjamin et Aurore firent de même. Maria, qui était l'héritière de sœur Benjamin, lui succéda à la tête de Lune Claire avec son mari, Robin. De leur lignée, il était l'âme, elle, l'esprit, et tous deux unis en un seul cœur, ils régnèrent sur un royaume de joie et d'amour. Ils ne se disputèrent jamais, contrairement à certains amants dans l'histoire des Merryweather. Wolfe, qui ne fut donc pas obligé de partir, resta toujours à leur côté. Ils eurent 10 enfants, et dans l'église, quel spectacle c'était de les voir tous alignés, auprès de leurs parents, à genoux sur les prie-dieux de la famille. Quand Maria les regardait, elle sentait qu'il ne lui manquait rien. Si, seulement une chose. Parfois, la nuit, elle rêvait qu'elle se tenait debout, sous les branches d'une mystérieuse forêt, au bord d'une clairière éclairée par la lune. De toutes ses forces, elle essayait de voir quelque chose qu'elle ne parvenait pas à voir. Elle s'éveillait les joues baignées de larmes, pleurant de n'avoir pas eu ce qu'elle désirait tant. Pourtant, le rêve ne la rendait pas malheureuse. Elle savait qu'un jour, quand elle serait très vieille, elle ferait ce rêve pour la dernière fois, et que dans cet ultime rêve, elle le verrait. Le petit cheval blanc qui ne la quitterait plus. Il s'approcherait, elle courrait vers lui, et il l'emporterait sur son dos, loin, très loin, elle ne savait pas où, mais ce serait un lieu où il ferait bon être. Merci d'avoir suivi les aventures de Maria avec moi. N'hésitez pas à me confier quel a été votre moment préféré en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à liker ou à vous abonner si l'envie vous prend de suivre d'autres récits avec Roi Peter.